Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des légendes oubliées qui sera consacré à Shinsuke Yamanaka et évidemment je parle Japon donc qui j'invite pour parler de Yamanaka, c'est Louis Geoffrey. Salut Louis, comment vas-tu? Salut, j'espère que moi ça va, j'espère que tout le monde va bien ici. J'espère que tu vas bien aussi, Sendo. Ça va très bien. Et donc Louis, voilà, si je t'invite aujourd'hui, c'est évidemment pour parler d'une très grande légende de la boxe japonaise. Une légende, mine de rien, très contemporaine, hein. C'est la fin de carrière de Yamanaka n'est intervenue qu'à la fin des années 2010, donc finalement c'est très très récent, mine de rien. Mais malgré tout, c'est un gars qui a marqué à fond, qui a marqué comme très peu l'histoire de la boxe japonaise. Mais avant de nous intéresser à sa carrière, comment est-ce que tu découvres Shinsuke Yamanaka? Comment est-ce que je découvre? Je pense que je l'ai en fait vraiment découvert il y a pas si longtemps finalement, parce que c'est une période que moi j'ai pas pu vu en live, donc je regardais pas encore la boxe, à cette époque-là. Et c'est un nom que j'avais vu passer, par-ci par-là, dans différentes discussions. J'avais vu passer quelques KO aussi très violents. On va y revenir, hein, mais il a, l'un des plus beaux KO que j'ai vu, dans sa carrière contre Horace. Et en fait, j'apprends vraiment à découvrir ce gars il y a finalement pris un an, lorsqu'on commence à beaucoup parler de lui, vis-à-vis de ses défaites contre Neri, en avance, du combat Inoue Neri. Et donc ça m'a fait beaucoup me replonger dans, mais à quel point Yamanaka était vraiment une idole, pour les Japonais, parce qu'il semblait vraiment remonter, contre Neri à cause de ses combats. Et c'est là que j'ai découvert en fait tout un pan de la culture, vraiment boxe japonaise, plus en détail au final. Et toi, je sais pas Bon, trop, peut-être un peu plus tôt de du coup, mon je me côté, dis. je sais pas, alors la première fois que j'en entends parler, c'est assez tôt, voilà, généralement, c'est quand je revois un petit peu les quelques champions d'un peu toutes les divisions et je vois passer Shinsuke Yamanaka. OK, bon, je m'intéresse pas à plus que ça et voilà et en fait, je fais un peu le compte et je vois: «Ah putain, 14 défenses de titre. Ah ouais, c'est quand même balèze». Et voilà, après, et plus le temps avance et plus je m'y intéresse, je revois quelques-uns de ces cons. Je suis fasciné par un de ces grands duels dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, Shinsuke Yamanaka, je le découvre assez tôt, mais je m'y intéresse vraiment que au fil du temps voilà, plus le temps passe et voilà, je vois des gars, ah d'accord, lui il a fait ça et ah putain d'accord, Yamanaka l'a pris, il a battu, ok. Ouais. Donc c'est un peu c'est un peu ce genre de boxeur là que j'ai découvert, factuellement j'ai découvert assez tôt, mais que j'ai vraiment appris à connaître relativement tard. Mais voilà. Je suis Et assez du d'accord. coup, Et je trouve ça marrant que ce soit un type que, on ait tous les deux découvert tôt et qu'on ait tous les deux appris à connaître assez tard. Peut-être on y reviendra un peu, mais je pense qu'il y a des choses dans sa carrière qui doivent un peu expliquer ça. ouais, il y a plusieurs choses. Mais donc, pour aller donc sur l'histoire de Shinsuke Yamanaka, c'est un homme qui naît le 11 octobre 1982, donc dans la province de Shiga au Japon, évidemment. J'ai un petit peu cherché, mais j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur son début de vie et voilà sur comment il s'intéresse à la boxe concrètement. Je sais que ouais, il a commencé à s'y intéresser en regardant les combats de Yoshiro Tatsuyoshi, Mike Tyson, Nassim Ahmed, etc. Je sais qu'il a eu une petite carrière amateur, mais voilà, je sais pas exactement comment il se découvre, enfin comment il découvre J'avoue la que je boxe, sais comment il s'y pas trop non intéresse. plus. J'ai également vu qu'il avait beaucoup aimé, Tatsuyoshi et Tyson, Ahmed aussi de ce que j'avais vu. Tatsuyoshi, hein, qui était vraiment une très très grosse légende de la boxe japonaise des années Ouais, 90. une icône dans cette période. Vraiment. Potentiellement plus populaire qu'Arada, plus populaire qu'Inoue, je suis pas sûr, mais on n'est pas très loin derrière, quoi. Ah non, Donc, c'est dans ces zones, ouais, à cette époque-là, Tatsuyoshi c'était un demi-dieu au Japon, et littéralement, hein. c'est lui qui a ramené énormément de gens dans la boxe, Ouais. y compris du coup Yamanaka. Et ouais, carrière amateur qui est pas folle pour Yamanaka. Il fait des trucs, hein, il a des victoires, j'ai plus son Ouais. palmarès exact, je vais essayer de le retrouver. 34-13. Ouais, 34 victoires, 13 défaites en amateur. C'est bon, je dis ça, c'est déjà très bien, hein. Je pense que j'aurais jamais Ouais. 34-13 en amateur. Mais par rapport à beaucoup d'amateurs, enfin par rapport à beaucoup de boxeurs pros, notamment un qu'il a affronté dans sa carrière, qui sont vraiment des amateurs exceptionnels, qui gagnent de multiples compétitions, machin. Yamanaka, on n'est pas du tout là-dessus. Tout à fait. Et donc, il commence sa carrière professionnelle en 2006, en janvier de 2006 pour être précis, à déjà 23 ans, ce qui, voilà, mine de rien, est relativement tard. Voilà, c'est pas bon, il n'a pas commencé à 27, c'est pas à ce point-là, mais malgré tout, pour un gars qui commence à s'y intéresser relativement vite, ouais, c'est assez tard pour début de carrière professionnelle. Et voilà, son début de carrière professionnelle, voilà, invaincu, hein, il restera invaincu pendant une bonne partie de sa carrière. Voilà, et son début de carrière n'est pas flamboyant dans l'absolu. Lui, il a quelques victoires, enfin, il a pas mal de victoires, il a quelques KO, il a 2 matchs nuls qui se traînent en début de carrière en Ouais. 2006 et 2008. Voilà, Et personnellement, il me semble qu'il a aussi deux victoires qui sont très serrées, hein, qui auraient ouais, facilement. Alors, j'ai pas retrouvé d'image des combats,
Mais Ouais. de ce que j'ai lu, ça aurait vraiment pu tourner en défaite pour Yamanaka. Ouais, bah, c'est en Contre 2007, Oguma et ces Shiraishi. 2 combats. Ouais, ça Yoshi Oguma et Toyoto, pardon, Rien à voir Shiraishi. avec les voitures. Ouais, non, non, effectivement. Et ouais, qui se termine respectivement sur une split decision en 6 rounds et l'autre sur une majority decision en 8 rounds. Mais ouais, personnellement, le premier combat dont j'aimerais vraiment parler en détail sur cette carrière arrive en mars 2011 face à Ryosuke Iwasa. À ce moment-là, Yamanaka est déjà champion du Japon. C'est sa première défense de titre et il est face à un Iwasa qui est quand même vraiment pas mal. Donc, sur ce début de carrière, sur ce combat, est-ce que qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce combat? Bah, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. On a un début de carrière qui, alors encore une fois, est bon, hein. Le mec a pas de défaite, machin, et encore une fois, il aura une meilleure carrière pro que ce que je n'aurai jamais. Mais c'est pas incroyable comme début de carrière. Il a aucune défaite par chance, mais il aurait pu en récupérer 2. Il a pas tant de KO que ça. Et je sais pas exactement quand, mais il va se mettre à rejoindre le Taiken Gym. Donc la célèbre salle de boxe du centre de Tokyo, où il y a plein de champions qui sont passés par là. Bah, ouais, le management Taken, il y aura également Takeshi Miura, mais il y aura aussi Chocolatito et Jorge Linares pendant pas mal Notamment. d'années. Donc c'était quand même un sacré management à l'époque. La salle est en plein milieu de Tokyo. Si jamais à un moment vous passez là-bas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous voyez des affiches avec plein de champions et tout. Il y a même Olasquag qui s'entraîne là-bas quand il n'est pas Ouais. à Los Angeles en ce moment. Donc c'est vraiment une très très grosse salle. Et je sais pas exactement quand il rentre vraiment dans cette salle-là, mais je me demande si c'est pas aux alentours de 2008-2009, parce qu'il se met à partir de là à enchaîner des KO contre des adversaires qui sont pour le coup plutôt bons. Et des KO, notamment à un moment, il va avoir une série de 3 KO au premier round. Donc c'est pas rien. Qui le Et ça fait mènera, qu'il arrive à. Ouais, ces 3 KO feront qui l'amènera au titre du Japon. tout à fait. Le titre des poids coqs du Japon, donc il va remporter, je ne sais pas si c'était déjà ce que c'était actuellement. Actuellement, être champion coq au Japon, comme toute la catégorie japonaise, en gros, c'est être numéro 5 de la KT, quoi. J'exagère un peu. Mais c'est déjà un titre qui est prestigieux, hein, le titre national. Quasiment tous les grands combattants japonais font la classique, je passe par le championnat du Japon, par le championnat régional, puis je vais un titre mondial juste derrière. Donc Yamanaka suit ça comme il faut. Et justement, lors d'une défense de son titre, il affronte Ryosuke Iwasa, qui était invaincu à l'époque. Et c'était pas n'importe qui ce Iwasa, puisqu'il faisait partie des énormes prospects amateurs de la boxe japonaise de l'époque. Donc il me semble qu'il y a des systèmes de tournois. Alors encore une fois, hein, tu me dis si jamais je me trompe, mais il me semble que le système amateur japonais fonctionne beaucoup en termes de tournois lycéens, pas trop en termes de compète internationale. Et c'est très prestigieux d'enchaîner les victoires dans les tournois lycéens, où il y a déjà vraiment des très gros noms qui s'affrontent. Et Iwasa l'a fait. Donc quand Iwasa passe pro, on est sur un type où on attend de lui presque autant que ce qu'on attendait d'Inoue, presque autant que ce qu'on attendait de Kosei Tanaka, peut-être à peu près autant que ce qu'on attend des frères Tsutsumi là, qui passent pro dans pas très longtemps. Et il affronte Yamanaka pour le championnat des poids coqs. Globalement, tout le monde, je pense, attend une victoire de Iwasa contre un champion qui a un bon palmarès, mais qui n'est pas là pour a priori poser tant de soucis que ça. Il se trouve qu'il va lui poser les soucis. Le combat est super. Je sais Il pas est trop ce que t'en incroyable. penses. Mais oui, franchement, ce combat-là, c'est un des meilleurs combats pour le titre du Japon que vous pouvez trouver. Il n'y a pas longtemps, on a eu Tsutsumi contre Hanaguchi, pardon. Ouais. Un peu plus loin, on a eu Inoue contre Taguchi. C'est ce genre de combat. C'est une guerre de tyrantes qui est impressionnante dans tous les aspects. On a vraiment. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je pense que Yamanaka n'était pas habitué à combattre dans un gars qui était de la même garde que lui. Yamanaka, c'est un Southpaw. Iwasa, c'est aussi un Southpaw. Et je trouve que dans ce combat, sur le premier round, ça se voit que Yamanaka, il n'est pas habitué à combattre des Southpaws à ce moment-là. On le verra plus tard, il affrontera beaucoup de Southpaw sur l'ensemble de sa carrière. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est le premier Southpaw qu'il affronte réellement. En tout cas, Southpaw de haut niveau. Et ça se sent qu'il est gêné. Yamanaka, pour un peu parler de son style, et je pense que c'est une très bonne façon de commencer un peu l'étude de son style, c'est un gars qui, dans sa posture, pas dans sa garde, hein, pas dans la façon dont il se tient les bras, mais la façon dont il tient son corps, comment il tient son buste, quand il écarte ses jambes, etc. En fait, c'est un style qui ressemble beaucoup, qui moi me fait beaucoup penser. C'est plutôt un combattant de pied-point, type karaté, kickboxing, c'était vraiment Southpaw. C'est vraiment un genre de style qui me fait penser à ça. Techniquement, sur la palette technique, ouais, c'est une palette technique très resserrée. Il sait faire assez peu de choses. Ça se tourne beaucoup autour de son jab, de son cross et de son check hook, les 3 grosses armes d'un Southpaw. Mais il sait très très bien les utiliser. C'est pas un gars que vous verrez beaucoup utiliser des uppercuts, un peu du bras avant, mais c'est plus de très longs jabs qui partent du bas que de vrais uppercuts. Mais vous le verrez pas utiliser ses uppercuts, vous le verrez pas énormément utiliser ses crochets au corps. Mais voilà, si vous devez retenir une chose du style de Yamanaka, c'est
globalement à distance quand même niveau défensif, c'est beau, il travaille beaucoup sur sa distance, in and out, etc. Mais voilà, sur sa palette d'attaque, c'est jab, cross du gauche et le crochet droit en contre. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va essayer de beaucoup miser face à Ryosuke Iwasa, sauf que Iwasa, il est plus malin que lui à ce jeu-là. Et je pense qu'il a quand même plus l'habitude de combattre des Southpaws à ce moment-là. Et Iwasa, lui, il combine plutôt garde haute de manière générale. Il est très à l'aise à mi-distance et c'est ce qu'il va faire face à Yamanaka. Le duel de jab va être très équilibré tout le long du combat et qui va vraiment être très beau. Le début de combat est vraiment à l'avantage de Iwasa et plus le combat va avancer et plus Yamanaka va prendre l'avantage jusqu'à réussir un stoppage magnifique au 10e round. Mais vraiment, allez revoir chaque round de ce combat-là, ils sont fous. Le 2e round est complètement dingue, le 5e round est fabuleux, le 7e est incroyable et lui aussi incroyable et le 10e, mais c'est oh là là, c'est un finish en apothéose. Vraiment, allez le voir. Et c'est la première. Et un truc dont tu n'as pas encore parlé sur le style de Yamanaka, comme on l'a dit, comme tu l'as très bien dit, style simple, pourtant ça marche. La preuve, il met des victoires, on va le voir, ça va devenir super champion, parce qu'il a une botte secrète, c'est sa gauche, qui d'ailleurs va lui donner son surnom, donc qui est la gauche de Dieu, tellement il a une gauche qui est destructive. Alors je sais pas trop si c'est le timing, si c'est la force, si c'est la manière dont il l'envoie. Reste que il a une des meilleures gauches de l'histoire. Ah, c'est clair. À cette époque-là, il y avait Stevenson aussi qui avait une gauche de fou. Vraiment, il a une gauche de ce calibre-là. Et un peu dans le même genre, hein, la palette technique est assez comparable. Ouais, techniquement, c'était plutôt comparable. C'était pas exactement les mêmes styles, mais c'était. Ils ont un gabarit assez différent quand même. Ouais. Pas forcément juste en termes de catégorie de poids, mais en style de corps, répartition de masse. De morphologie. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que ça se ressemblait pas mal. Mais voilà, en fait, avant ce combat-là face à Iwasa, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce combat personnellement. Mais voilà, avant ce combat sur Iwasa, il était déjà bien ranked dans la plupart des fédérations, notamment la WBC et la WBA. Il était respectivement 3 à la WBA et 9 à la WBC. Et cette grosse victoire face à un Get quand même très bien vu et qui avait quand même une sacrée. Qui était déjà bien ranked lui aussi. Et comme tu as dit, le titre du Japon, c'était déjà le cas à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui. Dans ces divisions-là, c'est limite, il n'y a même limite pas besoin de passer par le titre BBF. Voilà, juste le titre du Japon, ça suffit à avoir un title shot et avoir ses chances vraiment de le gagner. Et c'est ce qui va arriver pour Yamanaka suite à cette très grosse victoire dans sa défense du titre du Japon. Il obtient son title shot pour la ceinture WBC. Ceinture de WBC laissée vacante par Naito Donner. Quand même, beau regret qu'on n'ait pas eu un Yamanaka contre Donner, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être vachement cool. À ce moment-là, juste avant, je voulais juste revenir sur le fait qu'Iwasa, c'était vraiment pas un peintre. Hein. C'est un type qui va derrière réussir à choper des titres régionaux, nationaux. Il va devenir champion en Supercoque. Et c'est un type qui récupère un peu, qui a été dans une génération un peu tôt des Supercoques qu'on récupère actuellement. Donc notamment, il a perdu contre Doheny, il a mis KO Tapales et il a perdu contre Ahmad Aliev, qui sont que des noms dont on entend en ce moment parler contre Inoue. Donc c'était vraiment un type qui méritait la hype qu'on lui collait dessus. Ouais, il a battu aussi. Il a aussi battu César Juarez qui avait fait un combat d'anthologie face à Naito Donner quelques années avant. Pour prendre son titre, il avait battu le très très bon Yukinori Ogumi. Donc voilà, il aura quand même et son run Super Bantam dans l'ensemble, il est plutôt stylé aussi. La carrière de Iwasa s'arrête pas à son combat face à Yamanaka. Oui, je pensais plus à le dire, mais c'est vrai, la carrière de Iwasa s'arrête clairement pas à ce combat face à Yamanaka. Et c'est aussi, au final, un gars qui aura plutôt marqué la boxe japonaise des années 2010 dans son ensemble. Donc c'était quand même une sacrée victoire, pas qu'à ce moment-là. Et comme tu dis, la victoire est suffisamment impressionnante pour qu'il chope une chance pour le titre. Quel est ce vacant par Donner ? Et c'est un titre, le WBC Coq, qui, je pense, est pas mal cher aux Japonais. J'ai pas trop trouvé d'infos allant dans ce sens-là. En fait, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais en gros, il y a eu un champion qui s'appelle Ozumi Hasegawa, qui a été champion de WBC des coqs pendant très longtemps. Il se fait battre par Montiel. Montiel se fait battre par Donner. Donner vacante le titre. Ça se passe en l'espace d'à peine 2 ans. Et donc, en fait, tout de suite, il y a une chance pour que le titre qui a été dans les mains du Japon pendant, 6 ans, revienne tout de suite, de nouveau, dans les mains des Japonais. Et même avant, dans les années 90, le plus gros du titre Bantam, il se déroule au Japon avec Tatsuyoshi notamment. Il y avait eu un autre champion japonais dans ces années-là qui avait battu. Ouais, c'est ça, Yakushiji également. Ouais, c'est un titre qui vraiment, le titre de WBC Bantam, même aujourd'hui, il est vraiment dans les mains des Japonais. Nakatani également, effectivement. Donc voilà, il est vraiment, c'est un titre historique du Japon, ce titre de WBC Bantam. Il est un peu passé par les mains de Ubali, on a eu du bol entre toutes ces années-là. Mais donc voilà, c'est, je pense, assez important que Yamanaka ramène ce titre à la maison.
Non, c'est vrai, ça a aussi son importance. Et donc, pour ce titre vacant des Bantam, il est opposé à un gars qui, à l'époque, bah, c'était pas un n'importe quoi, Christian Esquivel. Aujourd'hui, enfin, depuis, c'est devenu un pur journeyman. Il a pris sa retraite en 2021. Mais ouais, entre ça. En fait, à ce moment-là, face à Yamanaka, il n'a que 2 défaites au compteur. Il finira sa carrière avec 21 défaites, quasiment que des KO aussi. Donc voilà, c'est devenu un pur journeyman dans les années à venir. Mais à ce moment-là, bah, c'était pas n'importe qui. C'était vraiment un gars qui était sur une sacrée série de victoires depuis 2009. Ouais, il était sur une petite dizaine de séries de victoires. Il avait battu le plutôt bon Eduardo Garcia en demi-finale. En demi-finale Bantam. Ouais, Eduardo Garcia qui était pas un grand nom dans l'absolu, mais qui lui aussi avait eu quelques belles séries de victoires, avait une bonne opposition dans l'ensemble. Donc voilà, à ce moment-là, Esquivel, c'était pas n'importe Ouais, quoi, loin de là. totalement. C'était un des meilleurs Mexicains de la division au moment des faits, et on le verra, Yamanaka, il fera vraiment le ménage sur toute la partie sud-américaine de la division. Mais voilà, c'est Tout à un peu fait. le premier beau nom des latino-américains qu'il rencontre. Ça se passe donc au Japon, comme voilà, c'est assez logiquement. De toute façon, tous les combats Ouais, de Yamanaka se passeront au Japon, hein. oui, C'est c'est vrai. un pays qui a toujours facilité le fait de pouvoir faire venir les gens chez eux en mettant des Ouais, gros moyens. ouais. L'Asie, de manière générale, la Thaïlande, c'est pareil, la Corée du Sud, c'est pareil. Ceux qui font un peu exception, c'est les Philippines, mais comme c'est un protectorat américain, ça s'explique. Mais voilà, l'Asie, de façon générale, est très fort pour ramener même les champions établis, ils arrivent bien à les ramener chez eux, généralement. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, c'est aussi une belle carte dans l'ensemble. Il y avait aussi une défense de titre de Takahiro Ao, qui était un très bon champion super feather au moment des faits. Et que Yamanaka a battu en amateur, si je dis pas de bêtises. Effectivement, c'est vrai. Ouais, c'est un peu la victoire référence de la carrière amateur de Yamanaka. Ouais, et bah, c'est un peu encore une fois, on a un des premiers gros combats de Yamanaka dans ce ce qui deviendra un règne en Bantam, parce qu'il finira par battre Esquivel, mais au terme d'un combat sacrément impressionnant là encore. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat? Bah, je suis vraiment d'accord. Je pense que de toute façon, ça va un peu être la base des combats de Yamanaka, c'est-à-dire des combats où globalement il y a de l'excitation parce qu'il y a des knockdowns. Yamanaka, on l'a dit, il y a une gauche où quand il touche en général ça tombe. En parallèle, on va le voir aussi, c'est un type qui est vraiment sujet à pouvoir avoir des knockdowns. Ça va pas trop lui jouer des tours dans la majorité de sa carrière. Globalement, il a réussi à chaque fois à se relever et machin. Mais voilà, c'est un type qui est sujet à aller à terre. Et donc, bah, ça donne un combat contre Esquivel qui est super, avec tous les boxeurs qui vont à terre. Esquivel, il va 2 fois, Yamanaka, il va 1 fois. Donc voilà, il y a des retournements de situation, il y a de l'action. Pour moi, Yamanaka doit y aller 2 fois dans ce combat, parce qu'au deuxième round, il y a 2 slips sur ce. Il y a 2 glissades, deux éléments qui sont considérés comme des glissades dans ce combat. Je crois pas que ce soit dans le même round, mais au deuxième round, bah pour moi, il se fait avoir par un très bel uppercut de Esquivel qui n'est pas compté par l'arbitre. Alors, c'est un déséquilibre de Yamanaka. Certes, il a un positionnement assez aléatoire à ce moment-là, mais voilà, pourquoi il tombe, c'est en grande partie parce que Esquivel lui a mis un beau coup dans. Alors que les 2 premiers rounds étaient vraiment dominés par Yamanaka, Esquivel lui met un bel uppercut qui fait trébucher Yamanaka. Et pour moi, c'est un knockdown ce deuxième round. Ça s'entend vraiment. Ça s'entend vraiment. Voilà. Mais le reste du combat sera globalement bien dominé par Yamanaka. Le premier knockdown au 6e est quand même assez violentissime. Voilà, mais Esquivel se laisse pas démonter et renvoie Yamanaka au sol. Je sais plus sur quel coup cette fois au 7e round, mais de ce que je me souviens, c'était assez violent, et la fin du 7e round est quand même assez explosive. Et voilà, les derniers rounds sont très équilibrés, mais légèrement tout petit plus à l'avantage de Yamanaka. Il y a, il me semble que c'est sur ce combat là où en fait Esquivel à un moment se prend une droite à l'œil, mais il tombe immédiatement. Voilà, c'est un peu étrange la façon dont il se tombe, il se tient l'œil, donc je pense il a une blessure à l'œil à mon avis sur ce combat-là. Je sais pas si c'est un os orbital ou etc. ou autre, parce qu'il n'aura pas énormément l'œil qui gonflera ou autre, mais il y a une blessure à l'œil sur ce combat, et c'est ce qui finit par stopper Esquivel, qui tombe une seconde fois, et l'arbitre l'arrête très peu de temps après. Et voilà, Yamanaka sort d'une très belle victoire au global, et surtout il devient champion WBC des Bantam et va s'organiser un règne autour de ce titre particulièrement marquant, parce que dès sa première défense de titre, il est opposé à Vic Darchinyan. Mais je pense je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on peut dire que Vic Darchinyan est une légende? Je pense sincèrement que oui. Ouais, hein. Vic Darchinyan, c'est un gars qui a été un patron absolu
des flyweight, enfin un des grands patrons des flyweight dans une génération où les flyweight étaient très relevés, mais malheureusement ne sont pas affrontés. C'était l'époque où il y avait Omar Narvaez, où il y avait Wang Wonjo Yongkam Mura, aussi. où il y avait Daisuke Naito, où il y avait où il y a eu Naito Donner sur la fin, où il y avait eu quand il s'appelle Rolre Arce à la WBA, où on avait aussi Lorenzo Parra et le japonais, le grand adversaire de Parra dont j'oublie tout le temps le nom. Sakana. Attends, j'ai Ouais, c'est retrouvé ça. son nom. Ouais, c'est ça, Sakamata. Mais voilà, c'était une sacrée époque des flyweight et malheureusement, il n'y a pas eu tant de gros il n'y a pas eu d'unification dans cette Bah, période-là. c'était l'époque où ça unifiait peu, quoi. Et on va y Ouais, revenir, hein, mais Yamanaka, c'est un peu ce qui lui manque, je trouve, de vraiment avoir un moment unifié. Et c'est vrai. encore, il est un peu passé entre les mailles du filet. Mais ouais, c'est des époques où ça unifiait pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, pour prendre son titre IBF, Victor Chinian avait battu l'excellent Irene Pacheco qui a été invaincu en 30 combats pro, qui avait un sacré règne lui aussi de champion IBF. Et voilà, sur ce règne, il battra beaucoup. Et donc sur ce règne IBF, il battra beaucoup de monde. Il battra notamment Glenn Donner, le frère de Nito. Il battra. Voilà, je vais pas m'attarder sur chaque nom parce il aura quelques très très gros combats et il battra de sacrés noms dans ce règne flyweight des formats IBF jusqu'à Et Donner perdre. va bien lui faire regretter, hein, avec, voilà, Ah oui, j'allais venir. Nito Donner sur ce combat incroyable et ce KO iconique qui lance la carrière de Nito Donner en 2007. À la fois le KO de l'année, mais je crois aussi l'upset de l'année 2007. Je crois. C'est vraiment pas banal. Et ce KO qui aurait pu sceller la carrière de Victor Chinian, et ben au final, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il se reprendra en super flyweight pour avoir un run très court mais d'une densité incroyable où il deviendra champion IBF face au correct Kirillov. Mais juste après, il unifiera avec les ceintures WBC et WBA face à l'excellentissime Christian Mirares. Et au terme d'une masterclass et d'un KO phénoménal, il unifiera quasiment toutes les ceintures en super flyweight. Et il aura son combat référence selon moi où il cassera la gueule dans une masterclass, dans une démonstration de boxe démentielle. Rolre Arce, c'est un combat qui me fait mal parce que je suis un grand fan de Rolre Arce, mais oh là là, c'est le combat référence de Victor Darchinian selon moi face à Arce. Mais voilà, bref, ça commence à devenir une discussion sur Victor Darchinian, donc on va accélérer. Mais voilà, suite à notamment cette grande victoire, il tentera plusieurs incartades en bantam, mais généralement elles se comment dire, Il aura du mal, globalement. elles se termineront sur des défaites, mais pour aller et donc il sort d'une défaite face à l'excellentissime Anselmo Moreno, on en parlera un peu plus tard. Qui Et du était coup, un champion WBA à l'époque en coq, qui avait le titre depuis pas mal de temps, qui va le garder ouais, pendant très longtemps encore. oui, Et oui, c'est un peu le gros rival on en de parlera. Yamanaka. Ouais, on Tout à en fait. parlera en temps voulu. Mais donc voilà, donc ce combat face à Yamanaka pour Victor Chinian, c'est un peu sa dernière chance à ce moment. Là, après ce combat, bon, je spoil un peu, mais il n'aura pas non plus une très grosse carrière, mais c'est un peu la dernière chance de Darchinian. Et Yamanaka sur ce combat, j'ai pas revu ce combat, je l'ai pas revu pour préparer la vidéo, mais de ce que je me souviens, c'est une masterclass de Yamanaka. Enfin, si je me souviens bien, mais moi je le vois vraiment comme une grosse domination de Yamanaka qui prend quasiment tous les rounds selon moi, qui Totalement. étrangement arrive à dominer Darchinian en garde Southpaw, alors que Darchinian c'était un sacré Southpaw qui avait l'expérience en Southpaw, mais voilà, pour moi, au final, je trouve que c'est deux styles qui peuvent avoir des comparaisons. Darchinian est moins académique que Yamanaka, mais il avait un peu les mêmes armes que Yamanaka. Mais à ce jeu-là, Yamanaka, pour moi, il est meilleur et pour moi, il prend la quasi-totalité des rounds. Darchinian ne se déshonore pas, mais voilà, pour moi, il est vraiment une classe en dessous de Yamanaka sur ce combat, personnellement. Tout à fait. Je suis d'accord avec tout ça. Et il faut noter que ce Darchinian était tellement vu en haute estime que enfin, je trouve ça toujours intéressant de retracer à quel point The Ring classait les combattants à la fin de chaque année. Fin 2011, Yamanaka est déjà champion, mais il est classé que 9e de la catégorie, avec Moreno qui est classé premier, et ils vont un peu se tirer la bourre dans les rankings tout au long de la décennie. À la fin de 2012, donc suite à sa victoire contre Darchinian, vraiment en grande pompe, il se retrouve classé 2e, donc propulsé vraiment tout en haut des classements, ce qui indique que cette victoire est vraiment très impressionnante pour Yamanaka, et il démontre, pour moi encore une fois, une grande progression dans sa carrière. C'est plus seulement un type qui compte démesurément sur sa gauche et sur le punch qu'il peut avoir à l'intérieur. Il montre vraiment qu'il a des qualités de maintenant de boxeur dans ce combat-là. Et Yamanaka continue de progresser, quoi. Non, c'est ça. Et c'est vraiment dans sa gestion du combat qu'il a vraiment progressé. Parce que son arsenal technique est sensiblement le même et restera le même tout au long de sa carrière. Mais sa gestion du combat, voilà, comment il gère une distance, comment il gère l'espace du ring, comment il gère le rythme, c'est vraiment. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'une des démonstrations de Yamanaka et vraiment la performance de référence de Yamanaka selon moi. Parce qu'en plus, il est vraiment pas face à n'importe qui. Donc,
Donc voilà, c'est Et, vraiment et il va enchaîner avec une deuxième victoire exceptionnelle dans la même année, contre encore exactement. une fois un type qui était alors quand même un moins gros client que Darchinian, mais un type qui avait Non, aussi été champion, etc. mais voilà, Thomas Roras, à ce moment-là, il avait déjà 13 défaites. 40 victoires pour 13 défaites et un nul. Mais ça ne reflète pas qui était Thomas Roras à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il était sur un run quand même assez exceptionnel là-haut. Si, depuis 2006, alors j'ai pas refait les comptes, mais ces quelques défaites qu'il aura seront face à Anselmo Moreno, très peu de temps avant qu'il prenne son titre, Rolf Rearce qui était dans sa série de victoires légendaires entre 99 et 2007. Donc voilà, c'était pas n'importe quel Rolf Rearce. Il récupérera d'abord une première fois la ceinture intérimaire WBC qui le mènera à un combat face à Vic Darchinyan, bon, qu'il perdra de façon assez expéditive, mais voilà, c'était quand même Vic Darchinyan, potentiellement Vic Darchinyan Prime. Ouais, mais il finira par devenir champion face à l'excellentissime Kohei Kono, futur double champion WBA dans cette même division Super Flyweight. Et Roras le battra sans trop de. Enfin, j'allais dire sans trop de difficultés. Le battra largement, mais voilà, quand même dans un très beau combat. Et il aura 2 défenses de titre très, très dominantes avant de perdre face à un excellent boxeur thaïlandais, dont je ne vais pas écorcher le nom quand même. Voilà, mais voilà, c'était un excellent boxeur thaïlandais. Et du coup, suite à cette défaite, il monte de division. Il enchaîne 3 victoires consécutives très solides, notamment une face au très très bon Julio Zarate. Et il obtient son title shot face à Shinsuke Yamanaka. Donc à ce moment-là, Roras, c'est peut-être c'est pas le ultra champion, ultra dominant qui démonte tout le monde, mais c'est un sacré contender, quoi. C'est un gars qui a été sacrément fort. C'était un pur top 5, voire top 3 des super flyweight de ces dernières années. Et en Bantam, son début de run, il est vraiment, vraiment pas mal. Et du coup, que peux-tu nous dire sur ce combat? Et du coup, Yamanaka le détruit en fait. Yamanaka le touche à répétition avec sa gauche. Horace chancelle un nombre incalculable de fois dans le combat. Et puis au 7e round, Prend Yamanaka. un œil de pigeon sur l'œil droit qui est assez flippant. Et au 7e round et dernier round du combat, Yamanaka signe l'un des plus beaux KO de l'année, avec une gauche qui va arriver finalement en fait assez loin alors qu'ils sont assez proches. Ça va le taper en plein menton, il s'écroule par terre, mais avec une vitesse. J'ai rarement vu un type tomber aussi vite. Effectivement. Enfin, et même encore maintenant, je suis content que Roras s'en sorte à ma connaissance au 30 séquelles. Le KO fait peur. Et avec cette victoire, Yamanaka en fait, se montre et se révèle au monde entier. En fait. Parce que tout le monde voit les images de ce combat. En fait. Effectivement. Voilà, le début de combat, comme tu as dit, est vraiment dominé par Yamanaka, sauf que depuis 6e, Roras commence à trouver cette distance, commence à réussir à trouver une distance d'échange. On est en garde fermée, encore une fois, Roras c'est aussi un très bon southpaw. Et le 7e round est quand même assez fou, mine de rien, parce que Roras arrive à casser la distance à plusieurs reprises, arrive à avoir beaucoup de situations d'échange où il arrive à trouver son petit succès. Il n'arrive pas à ébranler Yamanaka, mais il arrive quand même à le toucher. Et là, on est un énième échange dans ce 7e round. Voilà, les deux s'échangent beaucoup de coups. Et à un moment donné, out of nowhere, littéralement, Yamanaka emmène une gauche, mais partie de Moscou pour retourner à Tokyo. Vraiment, c'est une gauche absolument dingue. Elle prend Roras sur la pointe du menton. Et comme tu as dit, Roras, il s'effondre. Bon, je pourrais faire un amalgame beaucoup plus borderline, mais lui, mais vraiment, il s'effondre comme un arbre. Ouais, je pense que tout le monde aura vu de quel amalgame je fais, mais il s'effondre comme un arbre, mais d'un coup, c'est flippant et vraiment, il tombe raide mort. Mais je pense qu'il partira et qu'il quittera le ring sur civière, mais vraiment, comme tu as dit, le chaos est vraiment flippant. C'est incroyable. Et encore une fois, Yamanaka sort une très très grosse victoire et cette fois-ci, je pense son KO iconique pour le coup. Son KO iconique, clairement, c'est pour moi son plus gros KO. C'est peut-être même, alors pas sa plus grande victoire parce que c'est pas le plus gros nom qui est en face. Notamment, on va y revenir, il a 2 victoires plus prestigieuses. Est-ce que c'est sa meilleure masterclass? Je pense que oui, perso. Et en vrai, vraiment, il est passé à. Alors évidemment, les images font le tour du monde à ce moment-là. Il est passé à pas grand-chose de marquer l'histoire, entre guillemets, en ayant la prestigieuse récompense du KO de l'année. Le problème, c'est qu'en 2012, il y a Juan Manuel Marquez qui met KO Manny Pacquiao. Ouais, je sais pas si vous en avez entendu parler de ce combat. et c'est dur, avec un KO aussi retentissant qui retourne vraiment littéralement le monde de la boxe, de passer devant au niveau des awards. Donc bon, du coup, il va finalement être le grand deuxième de cette année. Quelque part, c'est triste parce que vraiment, quand on regarde la liste des KO de l'année, il est plus impressionnant que vraiment beaucoup de KO qui sont dans la liste. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en sortie de 2012, entre sa très bonne performance contre Darchinyan où il montre qu'il boxe et sa super performance contre Horace où il montre qu'il frappe,
il est directement catapulté deuxième de la division par Ring Magazine. Une place qu'il va garder pendant un long moment encore. Effectivement. Ouais. Bon, il va enchaîner sur une année 2013 dominatrice as fuck, mais voilà, où il va enchaîner l'ancien champion flyweight voilà, qui avait quand même un très beau run en bantam, notamment du champion PBF, Malcolm Tunakao, donc très 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 bon, très très gros Et qui nom. était un excellent challenger. En 2012, il est classé 5e de la KT Excellent. par The Ring. Il sera Ouais, toujours classé 4e fin 2013. C'est peut-être le meilleur challenger qu'il prend en bantam pur, en tout cas dans les niveaux des rankings. Ouais, clairement. Et voilà, Tunakao à ce moment-là, il était quand même sur un sacré momentum, comme je l'ai dit, très très. Ouais, qui était vraiment un des pontes du niveau au PBF Bantam de ces années-là où il sera double champion. Voilà, il aura un très très beau run Bantam niveau au PBF à la fin des années 2000. Il affronte, il bat pour récupérer ce title shot Christian Esquivel. Il le bat en un violent stoppage au 7e round, donc c'est quand il fait quelque part mieux qu'Yamanaka. Il se pose en tant que gros challenger. Et Yamanaka, ouais, un peu plus disputé que face à Darchinyan et Roras, selon moi. Mais voilà, Yamanaka domine le combat au global. Il l'envoie 2 fois au tapis au 3e et une dernière fois, encore une fois, sur un gros knockout au 12e round cette fois-ci. Et prend peut-être le contender de la division au moment des faits, parce que je pense que sur le reste du top 5, c'était surtout des champions. Que ce soit, voilà, je pense que c'était les autres champions, les autres membres du top 5. Sur l'année 2012, les autres champions, c'est Moreno qui est champion de WBA, Santa Cruz, je ne sais plus s'il est déjà champion à l'époque, et Kameda. 2012, il est déjà champion IBF. Et Kameda, je me demande si c'est pas lui qui a la WBO. Faudrait que je vérifie. Kameda, mais il la prend dans cette année 2013. Donc voilà, c'est. Mais je sais plus qui était champion à ce moment-là, mais c'était pas. Enfin, il le prend au milieu d'année 2013 si je me souviens bien. Bon après ça c'est à vérifier, mais voilà, c'est vrai qu'il prend là clairement le contender de la division. Et c'est un beau combat encore une fois. Il est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et c'est encore une fois une très très grosse victoire de Yamanaka. Il enchaîne sur cette année 2013 sur 2 défenses un petit peu plus anecdotiques, mais voilà, quand même face à de très bons contenders de l'époque, José Nieves et Alberto Guevara, qui par la suite n'auront pas vraiment une grosse carrière. Ils se casseront quand même bien la gueule par la suite. Ouais, ça fait partie des noms. Ça fait partie des noms quand on regarde, on se dit il a peut-être pas affronté tant de noms que ça, Yamanaka. Bon, on a vu, j'espère déjà en détaillant ses précédents adversaires qu'il a affronté des clients. C'est pas les 2 plus gros clients qu'il a affrontés. Non, clairement pas. Nieves, il prendra une première retraite de 5 ans avant de revenir en 2018 et de réenchaîner 3 défaites. Donc, c'est vraiment pas. Enfin, quand tu regardes rétrospectivement, c'était pas glorieux, mais je pense vraiment que c'est cette défaite face à Yamanaka qui lui a bousillé sa carrière. KO au premier round. Hein. Donc, il s'est fait. KO au premier round, là encore extrêmement violent. Donc, ouais, ça doit pas faire du bien. Et arrive 2014 qui sera. Je voulais juste dire, fin 2013 du coup, il est sur 4 défenses du titre, 4 KO. Il est déclaré comme étant le MVP des boxeurs du Japon. Donc c'est un titre qui est réservé chaque année des awards inter-japonais. En ce moment, c'est Naoya Inoue qui le récupère chaque année. Donc cette année-là, c'est Yamanaka. Et je crois à ma connaissance que c'est la seule année où il le récupérera. Ce qui est limite marrant parce que pour moi, c'est pas sa meilleure année 2013. Limite, je trouve que 2012 est meilleur. Bon, il se trouve qu'il le récupère là. Et fin 2013, il est toujours classé 2e par The Ring. Entouré de Moreno qui est toujours 1, Kameda qui est 3, on a dit il va choper son titre, et Tunakao qui l'a déjà battu. Encore une fois, c'est une très belle. C'est effectivement c'est une très très belle année. Et en fait, il commence de 2014. J'ai juste envie de le citer parce que c'est un boxeur belge qui était assez intéressant pas dans ces années-là. C'est Stéphane Jamoy. Et ce qui est un peu intéressant en fait avec cette victoire, c'est que c'est le seul nom européen qui affrontera Yamanaka sur ton règne. Et Yamanaka, on l'a déjà vu et on le reverra un peu plus tard. La plupart de son règne, il se coltinera vraiment tous les boxeurs latino-américains, les meilleurs latino-américains de ce moment-là, et quelques très bons boxeurs asiatiques. Mais au final, il rencontrera très peu le top européen de la division qui pour le niveau mondial, ira beaucoup côté IBF, WBA notamment. Notamment Jamie McDonnell, très très bon anglais, que Inoue a écrasé en un round, encore une fois, qui avait aussi battu Jamoye, et qui rencontrera malheureusement jamais Yamanaka. Effectivement, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être un beau combat. Mais voilà, Jamoye, c'était un bon champion d'Europe à ce moment-là. Bon, est-ce que le title shot était plus mérité parce que. Il venait de perdre son titre, le problème, c'est ça, tu vois. Face à Karim Garfi, est-ce que c'était le plus mérité? Voilà, et en plus, c'était un sacré upset face à Karim Garfi qui n'était pas du tout dans un bon momentum au moment d'essai. Mais voilà, est-ce que c'était le title shot le plus mérité? Je ne sais pas. Est-ce que j'imagine que le combat était plus ou moins déjà signé au moment des faits, je sais pas, mais voilà, c'est un peu curieux quand même ce title shot. Après, il faut dire aussi, je sais pas exactement à quel point, encore une fois, je suis pas dans les papiers, je suis pas dans les politiques.
Reste que c'est vrai, parfois la WBC a tendance à pas mal protéger ses champions, ou en tout cas à pas mal faire des liens avec des boxeurs et à les porter dans différentes catégories. Ouais. C'est le cas de Telaji par exemple en ce moment, qui shot des title shots WBC un peu comme il veut. Il se trouve que Yamanaka a peut-être bénéficié à ce moment-là d'une bonne entente parce qu'il enchaînait pas mal de défenses de titre avec la WBC pour pouvoir affronter un type qui à tout moment était classé 17ème et puis s'est retrouvé comme par magie dans les rencontres, quoi. Ouais. Parce que bon. Voilà. Et donc, il n'en reste que ça démontre quand même que Yamanaka était quand même à un tout autre niveau parce que Yamoy, c'était quand même un sacré. C'était quand même un très très beau boxeur européen de l'époque. Et Yamanaka, il gagne tous les rounds sur ce combat-là. Enfin, même le round que donnent les juges aux Belges, franchement, je ne comprends pas. Franchement, pour moi, Yamanaka, mais il est 4 levels au-dessus de Yamoy à ce moment-là. Il l'envoie 4 fois au tapis. Et il continue de démontrer toujours sa force de frappe. Hein. On l'a pas dit, il a envoyé 3 fois Guevara à terre, là il envoie 4 fois Yamoy à terre. Enfin, il continue de foutre tout le monde par terre avec sa gauche, quoi. Effectivement. Mais voilà, encore une fois, masterclass de Yamanaka. Puis, à Ira, en octobre 2014, voilà, un autre ancien champion du monde super flyweight. Voilà, donc celui qui avait battu Thomas Roras. Je n'essaierai de prononcer ce nom qu'une seule fois. J'ai essayé. Ah, vas-y. Surian Kaikana. Voilà. Je pense que c'est OK. Donc voilà, Kaikana qui à ce moment-là était lui aussi sur mine de rien, un beau run flyweight depuis sa perte du titre en 2012 face à l'excellent Yota Sato, mine de rien, c'était quand même un excellent boxeur Sato. Et voilà, le run du Thaïlandais en bantam à la thaïlandaise se fera de beaucoup de victoires, pas forcément d'une grosse opposition, mais énormément de victoires, énormément de chaos. C'était aussi un gars qui frappait très très fort dans ces divisions-là au moment des faits. Et voilà, qui affrontera également Anselmo Moreno quelques temps plus tard. Et voilà, là encore, c'est un. Alors, lui, c'est pas un combat que j'ai revu pour préparer cette vidéo, mais de ce que je me souviens, c'est quand même un sacré combat des deux côtés. Kaikana qui est vraiment là pour faire son combat, tout faire pour récupérer le titre. Et Yamanaka qui, là encore, est un cran au-dessus. Envoie Kaikana 3 fois au sol au 7e, 8e et 9e round. Petit détail assez amusant. Mais voilà, Kaikana ne démérite pas loin de là. Et voilà, perd simplement parce qu'il est face à un plus gros puncher que lui. Simplement. Et c'est ça, au final, c'est ça qui fait la différence. Hein. Alors pareil, j'ai pas revu le combat en entier, j'ai revu quelques extraits, pas en entier avant de faire la vidéo ici. Je sais pas à quel point j'aurais donné ces rounds 7, 8, 9 aux Thaïlandais en fonction. Bon, il se trouve que quelque part, ça va permettre de clore le débat d'un combat qui aurait pu être serré sans ces gros knockdowns. Effectivement. Et on va s'en aller sur l'année 2015 qui va être. Et 2014 il récupère pour la première fois la première place au classement The Ring. Et il faut que je vérifie en même temps à quel moment il rentre dans les top pound for pound. Je crois que c'est l'année d'après. Je vais vérifier. Je me demande même si c'est pas dans cette année 2014. Je vais vérifier. C'est c'est 2015. Il reste encore une petite année. 2015. En tout cas, il commence donc quand même à toquer pas mal à la porte du pound for pound s'il y rentrera l'année d'après. Surtout qu'on verra que l'année d'après c'est encore une bonne année, mais c'est pas non plus la meilleure année de Yamanaka. Ah mais si, putain, je suis con. Si, c'est une excellente année, 2015. Mais il top déjà au top du pound for pound. Mais oui, effectivement, c'est une très bonne année qui commence en avril de 2015 face à un certain Diego Ricardo Santillan, qui n'est pas un boxeur de référence, mais qui était invaincu à ce moment. Là, c'était un Argentin qui avait grosso modo fait le tour de tout ce que la scène argentine avait lui proposé, qui obtient son title shot face à Yamanaka. Et bon, là, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais masterclass de Yamanaka qui est vraiment 3 classes au-dessus de Santillan. Voilà, 2 knockdowns au 6e et au 7e round qui close le combat assez aisément. Et Santillan ne remportera aucun combat par la suite. Il prendra 2 autres défaites et se retirera dès 2017. Donc c'est quand même sacré. C'est quand même une sacrée défaite pour Santillan. Et enfin, commence en septembre 2015 le prime de Shinsuke Yamanaka parce qu'il affronte le grand, l'immense, l'incroyable Anselmo Moreno, ancien champion WBA, qui a perdu très récemment son titre face à Payano, effectivement, le très très bon Payano quand même, qui était un sacré boxeur lui aussi à cette époque-là. Un titre que Inoue mettra KO en 1, 1-2. Voilà, je parle de là, histoire de quand même montrer à quel point en une minute incroyable. Mais voilà, il aura d'autres combats qui étaient quand même très très bons.
Mais voilà, c'était en plus une technical decision en 6 rounds, à un moment où, quand même, de ce que je me souviens, Moreno commençait mine de rien à revenir, donc ça doit être très très frustrant pour lui. Mais voilà, c'est sa première défaite en bantam depuis très très longtemps. Ces deux autres défaites n'avaient eu lieu que en super bantam face à Abner Mares, qui était dans un run pour moi exceptionnel à ce moment-là, très clairement. Le run d'Abner Mares en super bantam, César, etc. Il était absolument exceptionnel. Et au final, c'était sa seule défaite récente en dehors de Payano. C'était sa seule défaite récente. Et sur son règne, il avait été champion de WBA de 2007. C'est bizarre parce qu'il était champion. C'était l'époque où la WB commençait à faire n'importe quoi avec ses titres. C'est pas faux. Donc il donnait des titres de champion qui en fait n'étaient pas le vrai champion. Enfin bref. Mais à ce moment-là, il prend le titre face à Vladimir Sidorenko, qui est un excellent champion de WBA de cette époque-là, et il ne le conservera que jusqu'en 2000. Enfin, il le conservera jusqu'en 2014 quand même. Il rebattra un règne dans lequel il rebattra Sidorenko une deuxième fois, où il battra Mayarchmonchi, où il battra à 2 reprises Neomar Sermeno, où il battra Lorenzo Parra, c'est un peu la dernière belle performance de Lorenzo Parra, où il battra Victor Chignan également. Il enchaînera une quinzaine de défenses de titre à une vache près. Donc ça a été un champion très dominant sur la scène sur la scène bantam de cette époque-là. Ça a été pendant plusieurs années, tu as notifié à plusieurs reprises, le meilleur champion, le meilleur bantam du monde au moment des faits, qui a eu de très belles séries de victoires, dont l'une des seules défaites récentes était face à Abner Mares, qui était dans un run de fou, dont la dernière défaite en date, qui le précédait un an auparavant, face à l'excellent quand même Juan Carlos Payano, c'était terminé un peu en queue de poisson, alors que, mine de rien, Moreno commençait un petit peu à faire une remontada. Donc, à ce quelque part, c'est ce qui fait qu'il a un shot contre Yamanaka immédiatement. Et en même temps, Yamanaka et Moreno sont vraiment, je vous en parle, on en parle un peu depuis tout à l'heure, ils sont destinés à s'affronter à un moment. Ils squattent le numéro 1 et le numéro 2 des rankings de manière alternative depuis 3 ans. Donc, à un moment, il faut numéro 1 contre numéro 2. Il perd contre Payano, il passe numéro 3. C'est l'occasion, il n'y a plus de fédération qui va venir faire chier pour unifier. Ils y vont. Et d'autant que, peut-être que j'ai une connerie, mais je me demande si à ce moment-là, Payano n'avait pas déjà perdu son titre face à Warren. Donc au final, c'est vraiment numéro 1 contre le numéro 2. Et notamment parce que The Ring met sa ceinture en jeu. Ce qui se rapproche. C'est le combat d'après où ils mettent la ceinture en jeu. Donc je crois que Payano n'a pas encore perdu à ce moment-là. Ouais, c'est le combat d'après. C'est lors de la revanche qu'ils vont avoir le combat. Qu'ils vont avoir le titre Ring. Donc je crois que c'est à ce moment-là, Payano n'a pas encore perdu son titre, justement. De toute façon, maintenant, je vais regarder les dates exactes. C'est 22 septembre 2015. Et Payano, il le perd. Attends, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça. Payano le perd quelques mois plus tard. Donc Payano est encore numéro 2. Ce qui fait qu'on manque N1, N2. Dommage, ça plombe un peu mon truc. Mais bref, il n'en reste que... très bientôt, de toute façon. Mais il n'en reste que Moreno. C'est un sacré morceau, très expérimenté, notamment au haut niveau, brillant techniquement, immense défenseur. C'est un boxeur défensif extraordinaire qui est pas c'est pas le meilleur mover de cette division, selon moi, mais c'était un boxeur exceptionnel, très très bon défenseur qui savait exactement où se placer au niveau, qui n'avait pas forcément une garde haute, mais qui savait exactement où placer sa tête pour soit pas prendre le coup, soit le prendre en fin de course. Et c'était un Panaméen. C'était un Panaméen. On l'oublie trop souvent, mais l'école du Panama, on l'oublie souvent parce que le boxeur panaméen de référence, c'est Duran. Et Duran, c'est un type qui a la castagne. Les boxeurs panaméens sont extrêmement techniques, plutôt défensifs. Et Moreno, dans cette pure tradition panaméenne de technicien excellent. En fait. Effectivement. Et ce combat face à Yamanaka, entre Yamanaka et Moreno, est pour moi légendaire. Voilà, je le dis, pour moi, ce combat-là est exceptionnel. La première partie du combat, les 8 premiers rounds, sont pas forcément accessibles à tout le monde, mais voilà, c'est vraiment une joute intellectuelle et de boxe pure super intéressante. Les premiers rounds sont plutôt dominés par Moreno. Selon moi, les 2 premiers rounds sont plutôt dominés par Moreno. Yamanaka revient un petit peu à partir du 4e. Il prend, il resserre beaucoup le combat. Le combat est très serré du 4e au 8e round, du 4e au 7e round aux environs. Moreno prend vraiment la main sur les 7e et 9e rounds. Et à partir du 9e round, ça vire à la guerre de tranchées absolument folle. Le 10e round est un round d'anthologie. Allez le voir, il est absolument fou ce 10e round. Le 11e round est dans la même vibe. Et encore une fois, Yamanaka, il se fait avoir et il prend un coup, il prend un incroyable crochet droit de Moreno en contre.
il va pas au sol, mais son gant touche le sol et il n'est pas compté, il s'est compté en slip. Donc pour moi, le combat, pour moi, ce round-là aurait dû être noté 18 pour Yamanaka, mais voilà, c'était à toute fin du 11e round, d'un round encore une fois exceptionnel, et le 12e round sera là encore fabuleux. Yamanaka le prendra très clairement. Je pense que c'est un de ces rounds les plus clairs dans ce combat, et ce combat se terminera sur une décision partagée. Voilà, 2 115-113 pour Yamanaka, 1 115-113 pour Moreno. Et voilà, encore une fois, en termes d'un sacré combat sacrément serré. Et toi, quel est ton avis sur ce combat? Est-ce que c'est pas la petite tache d'encre sur le règne de Yamanaka ce combat? Alors, tache d'encre, Dans dans un le sens sens. où combat exceptionnel, perso, j'ai Moreno devant à la fin. Je l'ai 115-113. Personnellement, dans la configuration du round de base, j'ai un 115, je varie entre le 114 et le 115-113. Mais pour moi, avec le 11e round, si on aurait compté le knockdown au 11e round, pour moi, Moreno passait devant. Parce qu'en fait, pour moi, le switch se fait beaucoup sur son 11e round et j'ai toujours du mal à me décider qui le prend. Un coup, je donne à Yamanaka, un coup, je donne à Moreno. Mais si je donne à Moreno, quoi qu'il a, avec le 18, dans tous les cas, ça donne le combat à Moreno de peu. Donc, Ce qui est de toute manière important à noter, c'est que le combat est ultra serré, que honnêtement, voir l'un comme l'autre vainqueur, c'est tout à fait acceptable. Il se trouve que moi, je vois pas Yamanaka, mais franchement, je vais pas dire que c'est scandaleux de le voir devant. Et ça aurait pu être une vraie... Alors, et c'est aussi parfaitement normal, parce que on le rappelle, mais le numéro 1 contre le numéro 2, depuis des années de la division qui s'affrontent. Il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, Moreno est 3e parce que Payano lui est passé devant. Et donc voilà, il n'y a pas la ceinture The Ring. Voilà. Mais globalement, c'est numéro 1 contre numéro 2. Ça fait des années que les gens voulaient ce combat dans la catégorie, on l'a enfin. Et il répond à toutes les attentes d'un combat hyper serré entre deux mecs qui vraiment se matchent en termes d'armes. Ils n'ont pas les mêmes armes, mais ils arrivent à en faire des usages à capacité à peu près égale. Et ça aurait pu rester une énorme tache d'encre sur la carrière de Yamanaka s'il n'y avait pas eu, on y reviendra plus tard, mais une revanche pas si longtemps après, à peine un an plus tard. Et il se trouve que cette revanche va en fait être suffisamment décisive d'un côté comme de l'autre, enfin en tout cas d'un côté particulièrement, pour quelque part régler l'argument définitivement. Ouais, mais on va y arriver à cette revanche. Mais avant, il y a un autre combat que j'adore, face à un gars que je trouve beaucoup trop sous-coté, Libario Solis. Libario Solis, à ce moment-là, pareil, il est sur une série de victoires absolument folle. Sa dernière défaite en date remonte à 2011 et depuis, je vais aller reprendre rapidement. Il était donc voilà. Il perd dans son 13e combat pro en 2011 et après il fait une série de 14 victoires, je crois, un truc comme ça. Exactement, 14 victoires consécutives qui l'ont notamment vu devenir champion WBA puis unifié WBA et IBF des super flyweight face à l'excellent Kohei Kono dans un combat de fou furieux. Pareil, je sais pas s'il est disponible je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube ou Dailymotion, mais si vous avez l'occasion de le trouver, allez le voir, ce combat est complètement fou et il finira pas, et dont il ressort vainqueur et devient champion WBA. Et il finira par l'unifier avec la ceinture IBF de Daiki Kameda, là encore au terme d'un combat, encore une fois, extrêmement serré, extrêmement disputé, extrêmement équilibré, mais où je trouve que la split decision est un peu généreuse pour Daiki Kameda, à mon sens. Pour moi, voilà, Solis remporte le combat, sauf que non, c'est Solis qui remporte le combat, il me semble, contre... Ah oui, ok, d'accord, pardon. J'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais, okay. Non, en fait, la split est un peu généreuse. Oui, okay. Voilà, il y a un juge qui voit Kameda vainqueur. Pour moi, ça aurait dû être une décision unanime, ce combat. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà. Sauf que Solis foire le poids à la pesée la veille. Et du coup, d'une part, les titres n'étaient remportables que par Kameda, et ce qui mènera Libario Solis à monter de division, où sur ce run bantamweight, il manquera cruellement de chance. Mais voilà, il n'en reste qu'il est sur cette série de victoires. Il est l'un des meilleurs contenders de la division à ce moment des faits. Et il rencontre Shinsuke Yamanaka. Et là encore, quel combat de ouf. Encore une fois, deux premiers rounds plutôt dominés par Yamanaka, notamment un deuxième round où Yamanaka arrivera à emmener Solis au sol sur un très beau check hook du bras avant. Sauf que Solis sur ce combat-là, il est moins bon boxeur que Yamanaka, que ce soit sur sa gestion de distance ou autre, même sur sa palette technique, il est moins bon, moins propre, mais il a
Ouais, il est plutôt petit quand même pour la division, je trouve, en termes de gabarit, de taille, etc. Mais il a plusieurs avantages. D'une part, il est extrêmement durable. Alors, c'est un peu une qualité de base dans ces divisions d'être très durable, d'avoir un bon cardio, etc. Sauf que celui, c'est le niveau plus. D'autre part, il a un excellent menton. Encore aujourd'hui, il est encore en activité aujourd'hui. Il n'a toujours pas été knocked. C'est quand même vraiment à noter. Et enfin, le mec, c'est un criquet. Le mec, quand il arrive à casser la distance et à se retrouver à mi-distance face à Yamanaka, il a un débit de coup qui est incroyable. Il est pas spécialement vis de bras, mais il a vraiment une hargne de chaque instant qui est très impressionnante. Donc au final, il accroche le combat. Et il arrivera notamment à envoyer 2 fois Yamanaka au sol dès le 3e round, notamment. Je crois que c'est le 2e knockdown à 50 secondes de la fin du round, qui est absolument magnifique, sur une magnifique droite. Et voilà, le 3e round est très très dur pour Yamanaka, qui, comme je l'ai dit, va 2 fois au sol, mais il reste composé et il prend le combat un round à la fois. Et même, j'ai presque envie de dire 1 minute à la fois. Il segmente vraiment le combat. Il y a une séquence, on revient à une longue distance et voilà, on reprend. Solis essaiera de vraiment reconnecter Yamanaka, de le ramener à mi-distance, sauf que il n'y arrivera jamais pleinement. C'est un combat qui est un peu brouillon. Je le conseille un petit peu moins que d'autres combats de Yamanaka, mais vraiment, c'est un combat qui est vraiment à voir. Mais voilà, c'est un sacré combat face à un excellent boxeur, encore une fois. Et voilà. Plus le combat avance, plus Yamanaka est devant. Il finira par le renvoyer au sol. Bon, sur un knockdown pas extrêmement... pour le coup, pas extrêmement cinématographique au 9e round, mais voilà, il prendra ce 9e round très largement. Les championship rounds, les Barrios Solis reviendra un petit peu mieux, notamment avec un excellent 11e round. Mais voilà, la fin est que voilà, Shinsuke Yamanaka remporte ce combat-là à la décision unanime, 3-117-107. Je trouve ces cartes un petit peu larges. Je donnerais quand même un ou deux rounds de plus à Solis, mais voilà, il n'y a pas... il n'y a pas de débat à avoir. C'est clairement Yamanaka remporte ce combat sans trop de discussion possible face à un excellent adversaire, extrêmement sous-coté, que ce soit au moment des faits ou encore aujourd'hui. Un type qui va perdre derrière que contre Rigondeaux, contre McDonnell, qui était quand même mine de rien. Mais un énorme vol face à McDonnell. Pour moi. Du coup, il y aura revanche derrière et finalement ça se finira en contest. Ouais. Franchement, gros manque de chance sur ce combat, parce que vraiment, le premier combat, mais Solis le gagne mais plusieurs fois ce combat. C'est complètement. Et après, il perdra aussi contre Takuma Inoue. Bon, il commençait quand même vraiment à être vieux. C'est à ce moment-là que Inoue, donc le petit frère de Naoya, deviendra champion. Donc c'est vraiment un client, comme tu le dis. Ça fait partie, en fait, quand on regarde le palmarès de Yamanaka comme ça, de prime abord, c'est partie des noms qui, je trouve, ressortent le plus. Évidemment, je pense qu'on a réussi à rentrer suffisamment en détail, notamment sur des noms qu'il a affrontés en début de règne, pour montrer qu'il a vraiment pas affronté que des peintres Yamanaka. Reste que le fait qu'il n'ait pas peut-être de si gros noms qui sont sortis, qui va vraiment péter l'international, à part peut-être Darchinyan, ça fait qu'on pourrait penser que Solis fait partie des noms qui ressortent quand même le plus, je crois. Effectivement. Et derrière, après ce super combat, qui marque sa 10e défense de titre. On voit qu'on commence à s'approcher du chiffre maudit des 13 défenses de titre, mais on y reviendra, je pense, contre Neri. Il réaffronte Moreno, qui entre-temps a réaffronté le Thaïlandais, qui avait battu Roras et qui avait fait battre par Yamanaka. Donc Suriyan, qui était d'ailleurs un teammate de Wisaxil Wangek aussi, le type qui a battu. Et d'ailleurs, ils ont sensiblement les mêmes surnoms d'ailleurs. Alors je sais. Donc Wangek, c'est Sriskaset Sorong Visai, et voilà. Suriyan Sorong Visai, un truc comme ça. Ouais, Suriyan Sorong Visai, exactement. Donc c'est ça fait. Enfin voilà. Bref. Et donc après ça, Moreno se met à pouvoir en fait de nouveau devenir numéro 2 de la KT, puisqu'il se trouve qu'entre-temps Payano perd ses combats, perd son titre. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation où on a numéro 1 Yamanaka, champion de WBC, numéro 2 Moreno, pas champion. Et donc dans une catégorie dans laquelle c'est aussi dur d'unifier, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu d'unification dans cette KT depuis très longtemps, on se retrouve dans une situation rare où on a le numéro 1 qui va pouvoir affronter le numéro 2. Et donc ça veut automatiquement dire que la ceinture The Ring est en jeu. Exactement. Et c'est enfin le prestigieuse ceinture The Ring. Le Lineal Championship. Le Lineal Championship moderne depuis 30, 40, 50 ans, c'est le Lineal Championship, très clairement. Il y a eu des clairs numéro 1 et des gens qui devraient... Par exemple, je suis sûr que Hasegawa est numéro 1 dans quasiment toute la fin des années 2000. Ouais. Reste que bon, il n'y a pas eu un moment où on a eu numéro 1 contre numéro 2 clair et net. Non. Là, c'est le cas, ça fait très longtemps. En même temps, c'est l'occasion d'avoir une belle revanche pour un combat qui, malgré tout, reste controversé seulement un an auparavant. Et donc, quasiment un an, jour pour jour, après leur premier combat,
On a de nouveau Moreno contre Yamanaka. Ça se fera dans un ring différent de la première fois. Ouais. Et pour le meilleur combat en carrière de Shinsuke Yamanaka. Encore une fois, allez le voir. Il est aisément trouvable sur YouTube en excellentissime qualité. Et ce combat est complètement fou. Avec 2 premiers rounds vraiment à l'avantage de Yamanaka au global, qui a réussi à s'adapter face à Moreno. Yamanaka a apporté quelques ajustements. Il chope Moreno au premier round sur un contre du gauche absolument dingue. Il le prend à la pointe du menton alors que Moreno avançait sur lui, etc. Moreno tombe. T'as presque l'impression qu'il est KO. Ce knockdown est absolument impressionnant. Le deuxième round est vraiment à la. Moreno revient un petit peu en début de round, mais plus round. Enfin, non, c'est l'inverse, pardon. Le début de round est vraiment à l'avantage de Yamanaka. Mais Moreno commence à revenir sur la fin du deuxième round. Le troisième round est un peu plus à l'avantage de Moreno. Ouais, bon, encore qui reviennent un peu sur les mêmes termes que leur premier combat. Voilà, le troisième round est très serré, légèrement à l'avantage de Moreno. Le quatrième est assez impressionnant des deux côtés, mais assez équilibré. Personnellement, je donne un peu plus à Yamanaka. Le cinquième round, bordel de merde. Non, attends. Oh, putain, c'est le quatrième qui va à terre Yamanaka. Oui, pardon, je me gourre. C'est le quatrième. Pardon, oui, je m'enroulais les pinceaux. Donc le quatrième, plutôt à l'avantage de Yamanaka. Je ne sais plus à quel timer. À un moment, grosse situation d'échange. Moreno qui a un placement de tête, voilà, un de ses placements de tête classiques, il arrive à placer un crochet gauche en remise à Yamanaka. Monstrueux ce crochet droit, complètement dingue. Et il met Yamanaka au sol pour et pour le coup Yamanaka sera vraiment pas proche sera assez proche du chaos selon moi sur ce coup. La fin du quatrième round est vraiment à l'avantage de Moreno qui fait très 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 mal à Yamanaka. Le cinquième round est complètement dingue. Encore un round d'anthologie à aller voir. Il est complètement il est vraiment complètement fou. Et encore une fois, pour la troisième fois, il y a un knockdown du côté de Yamanaka qui n'est pas compté. Voilà, encore une fois, je ne sais plus sur quelle séquence c'est exactement cette fois-ci. C'est exactement la même séquence qu'au cinquième. Cette fois-ci, Yamanaka tombe pas sur le cul, etc. Mais son gant touche le sol. Ça se voit notamment au ralenti. Le gant touche le sol. L'arbitre, pourtant qui est pourtant bien positionné, décide de compter en slip, donc en glissade. Donc voilà, c'est pas de knockdown. Mais voilà, la fin du round est complètement folle encore une fois. Et le sixième, bordel de merde, le sixième. Je crois que c'est en début de round. Alors que Moreno essaie de repartir sur la même séquence qu'il a vu emmener Yamanaka à terre au quatrième et au cinquième. Yamanaka a un bien meilleur timing sur sa gauche et il envoie une gauche à Moreno. Il est censé le décapiter sur ce coup. Vraiment. Il est censé le décapiter. Cette gauche aurait assommé un éléphant. Je ne comprends pas comment le coup de Moreno tient encore en place sur cette gauche. Elle est incroyable. En plus, je crois que c'est vraiment au début du round. Moreno, et ça se voit notamment sur les ralentis, il est complètement KO pendant une fraction de seconde. Ça me fait un petit peu penser au knockdown de Larry Holmes contre Ernie Chevers dans la revanche, personnellement. Mais voilà, Moreno arrive à se relever. Ouais, tout à fait. Et Moreno arrive à se relever. Et le plus fou dans ce round, c'est qu'il arrivera à revenir sur la fin du sixième. Yamanaka se déchaînera sur lui sur la suite du sixième round. Mais Moreno arrive à tenir et à revenir sur la fin du sixième. Mais la fin du septième est, dans un premier temps, très équilibrée. Sauf que Moreno se reprend une gauche violentissime, il retourne au sol et Yamanaka le termine sur un sublime enchaînement très précis. Yamanaka, et après la gauche finale de cet enchaînement, en fait Moreno il est dos au coin et ses jambes lâchent. Ça se sent, ses jambes lâchent, il s'adosse au coin et ses genoux fléchissent. Il a le cul par terre et l'arbitre prendra même pas le temps de le compter. Ça se voit que Moreno à ce moment-là, il était complètement mort. C'était ce knockdown du début du septième, c'était vraiment le début de la fin. Il suffira de 2 bons enchaînements à Yamanaka pour terminer le combat et enfin venir à bout de son grand rival au terme d'un duel pour moi légendaire. C'est un des meilleurs duels de ces dernières années et même je vais dire sur ces 20 dernières années, c'est le meilleur duel bantamweight avec Inoue Donner, très clairement.
et qui marque vraiment le couronnement de Yamanaka comme le gros roi de toute cette génération des poids coqs. On a eu numéro 1 contre numéro 2. Enfin, j'exagère un peu évidemment, mais j'ai l'impression que c'est presque, je sais pas, bon, évidemment en termes de, ça n'a pas eu le même retentissement, mais pour la division, je sais pas, c'est quasiment duel Frazier. C'est des mecs qui dominent tous les deux leur division pendant très longtemps. Ils s'affrontent, il y a un combat qui est serré et controversé. Bon, le premier contre Frazier l'est pas forcément, mais et bam, ils font une revanche. Encore une fois, le combat fait des étincelles. Yamanaka arrive à trouver finalement, à montrer que c'est le mec qui est le meilleur des deux. Bon, en tout cas, c'est le type qui tient jusqu'au bout. J'avoue que ce genre de duel de tête, dans vraiment la même configuration. Mince. Attends, pardon. On m'appelle pendant qu'on enregistre, bordel de merde. Trop populaire. Mais voilà, c'est vrai que là, de tête, vraiment des duels dans cette configuration-là, des deux meilleurs qui s'affrontent au sommet à 2 reprises, etc. Bah, j'avoue que de tête, bah, j'en ai pas vraiment en tête, en fait. Là, qui me viennent directement en tête instantanément. Mais voilà. Et avec ça, il finit l'année 2016. Du coup, Yamanaka est classé premier des poids coqs en étant champion, et il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. Et il est classé 9e au peintre pardon. Et c'est marrant de marquer que juste au-dessus de lui, il y a un certain Canelo Alvarez à ce moment-là. Il est entre Carl Frampton et Saul Alvarez. C'est un type qui est extrêmement bien considéré, Yamanaka à l'époque. Effectivement. Et je me demande si c'est pas l'un des premiers japonais à percer un top 1 en fait. Je crois qu'il y en a vu. Alors attends, qui c'est que Top Pan, donc parce que évidemment, les très gros japonais qui commencent à émerger dans les années 60, ça m'étonnerait pas que Araba ait pas un moment percé un top 1, mais il n'y avait pas de classement. Il n'y avait pas de vrai classement établi. Le classement établi advient à partir de 87 ou 88 avec Mike Tyson, qui est le Mike Tyson Prime, etc. Mais je crois que dans les années 90, il y avait eu 1 ou 2 japonais qui y avaient été. Alors techniquement, il n'est pas japonais, mais il combattait au Japon. Il habitait au Japon, etc. Mais ouais, Arbatchakov, il a été pendant pas mal d'années. Ouais. Sinon, j'essaie de regarder un peu, mais je crois qu'il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Là, il y en a eu très peu. Il y en a eu très très peu, c'est vrai. Et maintenant, ça semble un peu moins, ça semble un peu plus coutumier. On a Inoue qui a tapé la première place, on a Nakatani qui est en train de grimper les places petit à petit. Là. Voilà, Telaji qui vient d'y rentrer. Enfin. C'est ça. Telaji qui en fait entrer, donc ça semble plus si extraordinaire que ça. À l'époque, ce que fait Yamanaka, c'est un vrai truc. C'est une idole absolue de la boxe au Japon à ce moment-là. C'est considéré comme un héros, machin. C'est assurément la première tête, je pense. Enfin, j'essaie d'y repenser dans d'autres catégories de poids. Mais Hasegawa fait encore des très bonnes performances contre Ruiz et tout. Mais il est quand même vraiment sur la fin. Non. Et puis il combattra beaucoup plus aux États-Unis sur cette fin de carrière à Hasegawa. Navia est sur le début, Tanaka est sur le début. Je crois qu'à ce moment-là, Yamanaka fait. Il y a que Kazuto Yoka. Il y a Kazuto Yoka également. Il y a encore Akira Yagaishi. Qui sont aussi 2 grosses. Le Big Three des grosses têtes d'affiche des Japonais dans cette époque-là, c'est clairement Yamanaka, Yagaishi et Kazuto Yoka. Mais à ce moment-là, c'est vrai que le visage de la boxe au Japon, c'est Yamanaka. Et c'est un type qui commence avec ses gros combats et avec, je pense vraiment, le fait qu'il ait des combats qui soient excitants. Parce qu'entre son menton un peu fragile et sa force de frappe exceptionnelle, on s'ennuie rarement devant des combats de Yamanaka. Et ça fait que je crois qu'il est assez populaire, en fait, y compris dans l'Est, dans l'Ouest. Ce qui est pas forcément une si mince affaire. Déjà maintenant, on voit que les boxeurs japonais et asiatiques ont du mal à vraiment s'imposer comme des têtes de boxeurs populaires. Et encore, actuellement, on est facilité parce qu'on a accès à Internet qui nous permet de voir les combats de qui on veut quand on veut. C'était encore plus dur à l'époque. Un peu, ouais. Moi, pour le côté sportif, Internet, c'était pas du tout le jeu. C'était pas du tout ce jeu-là en 2015. Début, milieu des années 2010, c'était pas encore exactement le cas. Et voilà. Et du coup, on est quasiment au top de la carrière. Il va faire une 12e défense de titre contre Carlos Carlson, avec un autre combat que j'ai pas revu, qui je trouve, j'ai l'impression, assez anecdotique. Ouais, complètement anecdotique. Je vais même dire, je trouve que c'est la défense la plus anecdotique du titre de Yamanaka, à mon sens. Reste qu'on arrive en août 2017, et juste avant de parler de qui est-ce qui va affronter, il y a un truc très important à dire. Je sais pas, c'est pour ça que le nom d'Yamanaka est autant sorti l'année dernière. Donc c'est parce que le prochain adversaire, c'est Luis Neri, qui est le type qui a affronté Inoue l'année dernière. Et surtout, il y a un truc vraiment terrible sur cet affrontement, c'est qu'à ce moment-là, Yamanaka a 12 défenses de titre. Il se trouve qu'il y a des Japonais, excellents boxeurs japonais, ils ont des manières de gérer leur carrière différentes. Il y en a qui vont aller à la course aux catégories poids, ce que fait un peu Inoue, et il y en a qui vont maintenir dans la même catégorie, qui vont défendre leur titre énormément de fois. Et il se trouve que le champion all-time des Japonais à ça, c'est un type qui s'appelle Yoko Bushiken, qui a défendu 13 fois
dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps dans mon top light flyweight il y Tout à a, fait. je sais pas, quelques semaines. Voilà, 13 défenses de titre au total. Qui est un type qui voilà, a fait 13 défenses de titre. C'était un type qui est né à Okinawa et Shigeki plus précisément, voilà, qui venait un peu de nulle part, qui a fait 13 défenses de titre, qui prend une défaite, qui prend sa retraite immédiatement, qui d'après depuis est devenu une star parce que c'est un type qui a beaucoup d'humour et qui se fait inviter de plateau en plateau. Reste que ces 13 défenses de titre, ça a été un peu l'indépassable de la boxe au Japon. Dans la boxe dans le monde, les indépassables, c'est les 25 ou 26 défenses de Joe Louis. Pour le Japon, c'est les 13 de Gushiken. 25. Il me semble qu'il y en a une qui est un peu litigieuse parce que c'était pendant la guerre et tout, donc il y en a qui disent 26, machin. Bon, on peut retenir 25, c'est tout à fait ok. Dans tous les cas, personne n'a de toute façon fait 25, donc le débat est clos. Reste que pour les Japonais, c'est les 13 de Gushiken. Et systématiquement, dès qu'un boxeur japonais commence à enchaîner les défenses de titre et commence à s'y approcher, il perd. Hasegawa, je sais plus, je crois qu'il était à 11 ou 12, il perd. Yamanaka, il arrive à 12, et je veux dire, les 13 n'ont même pas été égalées. Elles n'ont juste jamais été réatteintes. Donc Yamanaka qui arrive à 12, Yamanaka qui est le héros, Yamanaka qui est dans le pound for pound, Yamanaka qui est la tête de la boxe japonaise, il a une victoire d'égaler le record de Gushiken et a 2 victoires de le dépasser. C'est historique. Et il y a des espoirs qui sont placés sur Yamanaka à ce moment-là qui sont énormes. Et c'est un type qui, on l'a dit, est rentré dans son vrai prime il y a à peine 2 ans, quand il commence à prendre Moreno, Solis, de nouveau Moreno, bon, même s'il y a Carlson au milieu qui fait un peu belle figure. Ouais, la suite de 3 combats qui est absolument légendaire à mes yeux, voilà, clairement. Et on est là à l'aube d'un couronnement historique pour Yamanaka qui peut devenir et remplacer la place mythique et légendaire qu'a Gushiken dans cette boxe japonaise. Et il décide pour ça de prendre un Mexicain qui s'appelle Luis Neri, qui à ce moment-là n'a pas encore eu de chance pour le titre. C'est un très très bon poids coq qui, à ma connaissance, est invaincu à ce moment-là. 23 victoires consécutives. Ouais. La majorité par KO. La majorité par KO. C'est un Mexicain qui est dangereux. Reste que, en même temps, c'est un peu le type Yamanaka, on l'a dit plusieurs fois, qui a un peu nettoyé l'Amérique du Sud entre des Panaméens, des Mexicains, des Argentins. C'est un peu son fond de commerce. Et donc, de ce que j'ai vu, Yamanaka est quand même turbo favori pour ce combat. Et rares sont les gens qui voient Neri poser un réel problème à Yamanaka. Neri est gaucher, Yamanaka en a affronté déjà beaucoup. Ses meilleures victoires, c'est contre des gauchers. Neri frappe fort. C'est vrai, Yamanaka aussi frappe fort. Et pourtant, le combat va apporter du drama. Ouais. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu plus. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Bah, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est surtout sur la revanche. Mais voilà, aussi ce qui est important à noter, et un truc sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que tout à l'heure, tu as dit que Yamanaka avait un menton assez friable. Je suis pas tout à fait d'accord parce que la plupart de ses knockdowns, c'est beaucoup dû à son placement qui était par moment vraiment approximatif. Et au final, il n'a pas rencontré 50 gars qui étaient vraiment capables de l'ébranler physiquement sur la durée. Voilà, dans certains moments, les derniers rounds face à Moreno, c'était beaucoup ça. Il y a eu un peu ça face à Esquivel également. Mais généralement, ce n'était pas la puissance de ses adversaires qui le faisait tomber. La plupart du temps, c'était son placement qui n'était pas optimal. Après, il s'est aussi pris de sacrés knockdowns, hein, notamment Moreno, etc. Mais ouais, c'était pas tant qu'il avait un menton friable que c'était des placements qui n'étaient pas toujours impeccables. Je suis d'accord. En tout cas, c'est un type qui va à terre, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est sûr qu'il va à terre. Mais le truc, c'est que sur ce combat-là, il a enfin un gars qui peut vraiment lui rendre l'appareil d'un point de vue physique. Et Neri, c'est son style. C'est aller à la guerre et grosso modo compter sur le fait que son physique et ses crochets vont faire tomber son adversaire avant que voilà il va faire craquer son adversaire avant que lui ne craque. Et c'est génial. Et c'est un pari qu'il a gagné la plupart de c'est un type, ça s'est vu contre Inoue, il est venu pour la bagarre. Il arrive à le mettre à terre au premier et finalement il se fait choper physiquement par Inoue en saison moderne. C'est un type qui sait qu'il est fort physiquement. Et d'ailleurs, on n'a pas tant insisté dessus. On a surtout insisté sur la gauche de Yamanaka qui était super. Yamanaka, c'est un type qui physiquement est très fort aussi pour la catégorie des poids. Il s'en servait pas tant que ça, mais il était très fort. Et donc là, c'est sûr que c'est un profil qui, mine de rien, en fait, peut être dangereux parce que Yamanaka l'a jamais vraiment rencontré, ce genre de profil. Et finalement, en effet, ça va s'avérer être un profil dangereux puisque le combat tourne un peu au fiasco, en fait. Tout à fait fiasco, effectivement. Neri, là aussi, c'est aussi ce qu'il n'a pas, ce que Yamanaka n'a pas tout à fait rencontré jusqu'à ce moment-là. C'est un gars qui va beaucoup au sacrifice sur ce début de carrière, surtout quand il voit qu'il a un avantage physique sur son adversaire, il va au sacrifice. Et voilà, c'est un gars qui boxe beaucoup en combinaison, surtout en combinaison de large crochet, qui fait extrêmement mal. Il a une grosse puissance dans les points. Il a quand même une plus grande variété techniques que Yamanaka. Et ce premier combat, c'est 4 rounds absolument fou là encore, plutôt dominé par Neri, mais le deuxième round,
Ah, j'aurais pas aimé être à la place de Neri parce qu'il y a Manaka sur ce deuxième round. Ah, il se réveille hein. Après la première round, quand même vachement dur où il est ébranlé à plusieurs reprises. Il revient dans le deuxième round. Il fait très très mal à Neri, notamment dans les dernières secondes. Il lui place une gauche. Neri a vu les étoiles sur cette gauche, j'en suis persuadé. Mais voilà, Neri, ouais, vraiment sur ce combat-là, il était supérieur à Yamanaka, il n'y a aucun doute. Et il finit par l'arrêter avec une violence inouïe au quatrième round. Et voilà, Yamanaka perd son titre de WBC sur cette défaite, et défaite particulièrement dure. Donc là, les Japonais, globalement, sont détruits. Leur idole tombe, leur héros tombe. Mais c'est pas fini. Parce que Neri s'est chopé par la patrouille. Et Neri s'est chopé comme étant dopé. Et donc là, vient l'un des plus gros bordels qu'on va avoir concernant la politique en boxe. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a un type qui était champion, qui s'est pris une déculottée par un type qui finalement se retrouve être dopé. Il y a plusieurs manières de réagir. Un des manières, ce serait d'annuler la défaite et de classer ça comme no contest. Par exemple, c'est ce qui s'est fait contre Ain Garcia. Un des moyens, c'est de remettre Yamanaka champion. Mais en même temps, bon, il a quand même perdu. Généralement, c'est ce qui implique tu perds face à un gars dopé, le combat est transformé en no contest, tu récupères le titre. Quand c'est un combat pour le titre, tu le récupères généralement. Quand tu le perds sur ce. Est-ce qu'on organise une revanche ou pas? Ce qui va être décidé d'être fait, et ce qui est ultra critiquable, et je sais pas à quel point le fait que Neri soit mexicain, ça rentre en compte. J'ai bugué pendant quelques secondes. Ah ouais, moi je te vois toujours bugger sur la caméra, mais l'enregistrement a l'air de toujours. Ok, c'est bon, t'es revenu. Moi de mon côté, tout va bien. Je te revois, je te entends. Ouais, désolé, j'ai lagué, ma connexion a lâché pendant quelques secondes. En tout cas, ce qui va être fait sur cette défaite, et ce qui est ultra critiquable, et je sais pas à quel point le fait que Neri soit mexicain, WBC c'est mexicain, ça rentre en compte. La défaite va pas être annulée. Donc Yamanaka a toujours une défaite sur son palmarès. Neri garde le titre. Juste, il y a une remise en jeu du titre pour revanche obligatoire. Ouais, laissez vacant. Ouais. The Ring va choisir de retirer le titre à Neri et de le replacer à Yamanaka. Parce qu'ils se disent quand même Neri est dopé, on peut pas le mettre numéro 1. Donc on a un truc bizarre où du coup Neri est toujours champion de WBC. Yamanaka est toujours champion The Ring. Ils font une revanche, mais Yamanaka a quand même perdu. C'est très bizarre ce qui va se passer. Mais je pense que Yamanaka, j'ai le sentiment, peut-être que je me gourre complètement, mais j'ai le sentiment qu'Yamanaka n'aurait pas accepté de récupérer le titre sur tapis vert en fait. Et j'ai le sentiment qu'il voulait absolument la revanche. Et cette revanche intervient 8 mois plus tard. 8 mois plus tard, on était en août 2017. On se retrouve en mars 2008. Donc non, pardon. Et c'est important de noter que du coup, fin 2017, The Ring place toujours Yamanaka champion et numéro 1 sur la catégorie des poids VOC. Par contre, il disparaît à ma connaissance du pound for pound. Je vais revoir, mais je crois qu'il est plus classé pound for pound. C'est des situations compliquées. On a la même chose avec Aini Garcia en ce moment. Est-ce que Aini est toujours pound for pound ou pas? C'est compliqué. Et voilà. Et effectivement, et donc entre ces deux combats, Yamanaka lui ne combattra pas et Neri lui réussira à combattre en novembre face à l'excellent Arthur Villanueva. Je voulais quand même citer cette victoire. Et la revanche advient le 1er mars 2018. Sauf qu'avant même le combat, il y a un gros, truc, c'est que la fête est sacrément gâchée parce que Neri ne vient pas au poids. Et le truc, c'est qu'il ne vient pas au poids de beaucoup. Il vient quasiment 4 livres au-dessus de la limite, 3 livres au-dessus de la limite. La limite des bantams. C'est exactement. Il vient, la limite des bantams, c'est 118 livres. Neri arrive à 121 livres. Donc vraiment, il n'y a eu aucun effort pour faire le poids. Je pense que c'est quand même assez évident. Et ça va devenir une des petites techniques de Loose Neri, parce qu'à ce moment-là, on fait quoi en fait? On fait le combat, on fait pas le combat? Alors je crois qu'il y a toujours des compensations financières, parce que dans le contrat, tu t'engages à faire le poids, si tu le fais pas, tu dois payer. Parce qu'ok, Yamanaka, il a gagné de l'argent. Maintenant, on fait quoi en fait? Et Yamanaka est dans une situation difficile. S'il saute le combat, il rate l'occasion de redevenir champion, il va encore devoir attendre. Il a aussi envie de se venger. Hein. Donc, mais d'un côté, ça veut dire que tu es obligé d'avoir le combat où tu sais que tu vas avoir des avantages en fait. Parce que le mec va être plus lourd, le mec s'est pas tué à faire la pesée. Et ça peut sembler pas grand chose, 3 pounds. Ça fait quoi? Ça fait 1,5 kg. Ok, les mecs sont légers. Mais en fait, il y a un cutting et tout avec. Donc, non seulement il y a le cutting, mais en plus, dans ces 3 livres, dans des divisions où ça compte vraiment. 3 livres, c'est un peu plus d'un kilo. C'est quoi 3% de la masse quand tu fais 55 kilos, c'est 6% de la masse. Ouais, c'est 6%. Ouais, non, on est autour de 3%. Ouais, c'est autour de 3%. C'est vraiment beaucoup.
à cutter, c'est vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas comme quand tu cuts 1,5 kg quand t'en pèses 80. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'était en 18 divisions où ça compte des différenciés de poids comme ça. D'autant que Neri, c'est un gars qui, déjà à l'époque, vraiment cutait beaucoup. Je suis même sûr que pour faire 121 livres, il avait déjà cuté un peu de poids. C'est vraiment beaucoup. Et du coup, ce deuxième combat, ce sera encore un plus gros fiasco que le premier, parce que cette fois, Yamanaka fait rien. Vraiment, le combat dure moins de 2 rounds. Il dure littéralement 4 minutes 3 au total. Il y a deux knockdowns et un stoppage, encore une fois, ultra violent. Et là, Et Yamanaka, dès le premier round, s'est fait toucher, il s'est connecté, et oui, dès le fini, en fait. Enfin, dès le premier, il retrouve pas ses appuis, il est perdu. Non. Enfin, moi, je trouve qu'il est sauvé par le Gong au premier round. Il sort du coup en deuxième. On se demande si la minute de repos a pu lui permettre de revenir dans le combat. Non, il n'a pas récupéré. Et Neri termine le travail qu'il aurait pu finir 1 minute avant s'il n'y avait pas eu les minutes de repos, quoi. Enfin, effectivement. Et c'est terrible en fait ce combat-là parce que Neri quelque part repart perdant parce qu'il n'a pas le titre. Yamanaka est détruit, prend sa retraite sur le champ et il est tout honteux. Le peuple japonais est entre déçu et haineux envers Neri qui s'est comporté, il faut dire, comme un salaud. Il arrive dopé, ensuite il fait pas le poids, il s'est comporté n'importe comment. Il a montré aucun respect pour le champion, il a même pas été un petit peu avec de la compassion. Enfin, il est arrivé en grand méchant, il est reparti en grand méchant. C'est un fiasco. Et le Japon perd avec ça, sa tête d'affiche. Leur champion qui aurait pu battre la barrière historique, machin, ils perdent tout, en fait. Pour un type qui est venu, qui a montré aucun respect, c'est terrible, quoi. Ouais, et franchement, et voilà, le downfall de Yamanaka, putain, il est passé du toit du monde au rez-de-chaussée en un temps record. Hein. C'est quand même assez, c'est assez impressionnant. Non, et malheureusement, c'est assez frustrant de terminer sa carrière de cette façon-là, d'une façon aussi brutale et voilà, et vive. Et c'est notamment dommage parce que personnellement, je pense que ça aurait été très intéressant. D'une part, je pense que Yamanaka, malgré tout, il a subi 2 lourdes défaites, mais je suis pas sûr qu'il ait été pleinement fini à proprement parler. Et surtout, moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un vrai passage de flambeau. Et c'est un peu ce qui manque. Enfin, dans les quelques manques de Yamanaka, il y a eu notamment un manque de vrai passage de flambeau, que ce soit avec lui, un vieux champion japonais qui vienne lui passer le flambeau et l'amener Il vers a manqué un Hasegawa Yamanaka, en gros. Exactement, il a manqué un peu ça. Il a manqué une unification, dont on a déjà parlé. Mais surtout, pour moi, il a manqué le passage de flambeau avec Naoya Inoue. Et c'est vraiment dommage parce que le run de Inoue en Bantam, il est légendaire. C'est un des plus grands runs Bantam de l'histoire. Et malheureusement, il manque ce passage de flambeau avec Shinsuke Yamanaka. Et c'est vraiment très très dommage. Et c'est marrant de le voir. Hein. C'est-à-dire que Yamanaka techniquement, prend sa retraite mi-2018. Inoue arrive et déjà dans la catégorie en 2018. Fin 2018, il est numéro 1. Il vient d'arriver. Et dès fin 2019, il bat Donner et il se fait grand champion de la catégorie. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir, au lieu d'avoir un Inoue Payano, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un Inoue Yamanaka? Possiblement. Alors, Yamanaka se serait sûrement fait battre. Je suis désolé, je pense qu'il se serait vraiment fait éclater. Je pense aussi largement, mais au moins le transfert d'une légende à une autre. Et c'est tout à fait. Et même ce qui a manqué, ce qu'on a eu avec le retard, c'est que on a beaucoup parlé j'ai pas mal parlé d'Hasegawa ici, qui est un type que j'aime beaucoup. Il se trouve que Hasegawa perd contre Montiel. Ça aurait été sympa d'avoir un Yamanaka Montiel pour venger son compatriote. On l'a pas eu. Ça aurait été sympa d'avoir un Inoue Neri en poids coq. On l'aura beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que Yamanaka a fait autant parler de lui l'année dernière. C'est à ce moment-là que moi je me suis beaucoup plongé dans sa carrière. Donc on aura ce pseudo-passage de flambeau revanche. Ça aurait été cool qu'on l'ait en coq et qu'on l'ait en coq à l'époque. Parce que quand Yamanaka part, il laisse derrière lui une catégorie qui est très ouverte, que finalement Naoya va complètement nettoyer. Mais il y a tout un tas de noms, on en a parlé dans cette vidéo, Payano, McDonnell notamment, qui sont des gens qu'Inoue va être amené à affronter en fait. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu, comme tu dis, ce point final pour l'histoire de Yamanaka, qui part de façon si soudaine, quoi. Vraiment, on cligne des yeux et en un an, il a disparu de la boxe. C'est vrai. Et c'est d'autant plus triste parce qu'au final, Yamanaka, on l'a vu tout au long de cette vidéo, c'est une putain de légende. Et pour un peu agencer la conclusion, quelle serait ta conclusion sur Yamanaka et surtout, où est-ce que tu placerais Yamanaka dans l'histoire de la boxe japonaise? Ce que je voulais juste dire avant de répondre à ces deux questions, c'est l'équivalent de. Je crois qu'actuellement, moi j'ai David Benavidez en 9e pound for pound en ce moment. Ce serait comme si là, dans 8 mois, Benavidez prenait sa retraite. C'est ce niveau de violence, le départ de Yamanaka. Ou comme si Nakatani prenait sa retraite en rien de temps. C'est ce niveau de départ de je me casse instantanément. Donc bon, maintenant, à quel point est-ce que je le place dans l'histoire en termes de japonais?
j'avoue que j'ai pas tant réfléchi que ça. Ce qui est sûr, je pense, c'est que je le placerai pas dans les vraiment tout en haut, où mine de rien, j'aurais quand même des noms comme Harada, quand même des noms comme évidemment Inoue. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de noms qui ont pas mal été sous-cotés avec le recul, genre Kunyaki Shibata, qui serait sûrement très 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 haut. Champion dans 2 catégories de poids, un type qui a affronté, pareil, des Mexicains comme Saldivar. Featherweight, super featherweight, gros run dans ces divisions-là. Et un type qui combattait beaucoup à l'étranger et qui est très oublié, je trouve. Alors qu'il a eu des super combats. C'est un type qui, si tu le mettais pas KO dans les 2 premiers rounds, il te déroulait tout le combat, globalement. Et pareil, je pense que lui est vraiment tout en haut. Hasegawa est tout en haut aussi. Là, en ce moment, les gens pètent entre Nakatani et Telaji. Je me demande quand même si je placerais pas Yamanaka un peu en dessous de tous ces gars-là. Au final, j'ai l'impression qu'il a dominé, comme on l'a dit, une scène japonaise dans les années 2010, qui était peut-être un peu l'une des années où la boxe japonaise était moins resplendissante que dans les années 70, que dans les années 2020. Dans les années 90 aussi, mine de rien, avec un beau boulot. Dans les années 2000. Et je me demande s'il n'a pas été le plus gros poisson d'une décennie où la boxe japonaise était un peu moins resplendissante. J'aurais quand même tendance à dire qu'elle était quand même plus resplendissante que dans les années 2000, notamment où a évolué Hasegawa. Personnellement, je le placerais quand même devant Hasegawa parce que malgré tout, je trouve qu'en termes de densité d'adversité, Hasegawa est un peu en dessous. Mais ouais, je le placerais pas, pareil, je le placerais clairement pas dans le top 5. Mais alors, il faudrait aussi revoir un peu tous les autres. Mais je le placerais personnellement dans le top 10 entre la 8e et la 6e place. En dessous du top 5. Ça me semble pas déconnant. Et clairement en dessous du top 3. Mais ouais, tu me prends un peu de cours, donc il faudrait que je refasse exactement toute la liste, etc., pour savoir exactement où est-ce que je le mettrais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est assurément un très gros nom, et le plus gros nom de son époque, je pense. Le plus gros nom de ses années 2010. Clairement, mais aussi dans les années 2010, il y avait quand même eu quelques très grosses stars, notamment Akira Yagaishi, qui personnellement, je le plais. Enfin, c'est personnellement entre Hasegawa et Yagaishi, c'est plutôt avec Yagaishi que je mets où est-ce que je le mets par rapport à Yamanaka. C'est là-dessus que je me posais la question. Yagaishi, mais il y a Shiken et Watanabe qui sont très très hauts dans la liste des all-time great. Watanabe qui s'est fait radier parce qu'il est devenu Yakuza, il a tué des gens, enfin il n'a pas tué des gens, mais il était dans les trafics, donc il s'est fait full radier de toutes les commissions, on n'entend plus du tout parler. Mais c'était un gros monsieur aussi dans les années. Un des plus grands super flyweight de l'histoire. Ouais. Je pense numéro 2 après Galaxy, pour moi. Elle est peut-être numéro 3 avec Roman qui le passe devant, mais on est là-dedans, quoi. Donc bon. Après, je dis ça, c'est vrai que maintenant, il y a plein de trucs aussi dans les années 2010, ça a pété. C'est vrai, bon, c'était un autre sujet. Voilà. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, un mec très très haut. Donc ouais, je pense que c'est compliqué, mais je pense que ce que tu dis est pas mal dans le top 10, pas tout en haut, mais dans le top 10, ça semble. Mais voilà, mais voilà, en tout cas, une carrière absolument légendaire avec des combats de ouf, avec une très belle adversité. Et le truc, c'est que c'est pas des. C'est vrai que ce qui peut pêcher par rapport à d'autres boxeurs japonais, c'est que c'est pas une adversité dont tout te revient d'un coup d'un seul. À part Moreno et Victor Shinhan, faut creuser. Faut creuser les adversaires de Yamanaka pour se rendre compte que l'adversité de Yamanaka, bordel de merde, fallait se les taper. Enchaîner tous ces gars-là, enchaîner ces 12 défenses de titre en 6 ans, avec une telle adversité, fallait se les taper. Et c'était vraiment pas 8 KO en 12 défenses de titre, c'est un truc aussi. C'est ça, et c'est vraiment pas banal. Tête avec tous ces superlatifs, avec Inoue qui met des gifles et qui bat des gens qui sont exceptionnels en un round, et on se demande comment il fait. On l'oublie. Tous les gars qui affrontent c'est dur de battre autant de noms de manière avec autant de KO, c'est vraiment dur. C'est dur, le nombre de champions qu'il a affronté quand même en 11 défenses de titre. Je pense que c'est pas loin de la moitié de son règne où il affronte des champions, littéralement. On peut lui reprocher peut-être que beaucoup viennent de catégories plus basses et qu'il ait pu profiter de sa force assez dominante. On peut aussi lui reprocher de ne pas avoir monté de catégorie. Encore une fois, je suis sûr qu'il aurait adoré si c'était passé mettre à la retraite comme ça par Neri. Bon, je suis quand même content pour quand même terminer un peu l'épilogue de la carrière de Yamanaka, qu'on ait eu le combat Inoue-Neri, tard, certes, on est en 2024, mais qui fait office de revanche, qui était nécessaire et qui était attendu. Surtout vu comment ça s'est passé, est-ce qu'on peut vraiment avoir un meilleur scénario que ça, c'est difficile. Mais je suis quand même content que Yamanaka, on ait pu reparler de lui à ce moment-là, et qu'on ait pu avoir un peu cette remémoration de ce boxeur-là. Et qu'encore maintenant, ce soit un type qui, dans la boxe japonaise, a une certaine influence, mais a le respect de ses pairs. Je sais plus quand, mais j'ai vu une image de lui passer. Il a l'air très en forme, il a la quarantaine, il a l'air d'aller très bien dans sa vie. Il y a eu il y a eu des congrès, je crois, de boxeurs japonais il n'y a pas si longtemps. Je l'ai vu, alors je sais plus exactement avec qui je l'ai vu affiché. Je suis désolé, c'était sur Insta. Mais c'était peut-être avec Tsutsumi, c'était peut-être avec Junto, je sais plus. Je crois que récemment, il s'est un peu affiché avec Iwasa, justement. Il y a quelques temps, j'ai vu passer la photo. Peut-être aussi. Voilà,
C'est un type qui est toujours vraiment respecté. J'avoue que je sais pas trop s'il traîne encore dans les salles de boxe, s'il deviendra entraîneur par la suite. Je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment, mais il a l'air d'aller bien. Et il a l'air de pas trop avoir eu de séquelles des 2 combats contre Neri. En tout cas, des séquelles physiques ou cognitives. Ouais. Mais personnellement, Yamanaka, c'est un type que je verrais plutôt comme manager, personnellement. Un peu à la Hideyuki Ohashi. Voilà, je pense que c'est un peu je pense que ce sera un peu la suite de carrière de Yamanaka dans peut-être plusieurs décennies, parce que ouais, Ohashi, ça a quand même mis pas mal de temps avant de vraiment percer en tant que manager, etc. Mais ouais, ce serait plutôt dans cette branche-là que je verrais Yamanaka performer. Et puis c'est une carrière qui est ultra belle, hein, parce qu'on Ah parle oui. d'un type qui est venu. C'est pas un type qui a une carrière amateur ultra protégée. C'est pas alors de toute façon, enfin protégée. Les boxeurs n'ont pas trop leur carrière protégée au Japon. C'est pas un type qui est sorti des rangs amateurs comme étant la nouvelle superstar. C'est un type qui s'est construit sur le tard en pro. En ce sens, en fait, c'est assez old school. Il se trouve qu'il a eu du bol de pas trop récupérer de défaites. Franchement, ça aurait pas été gênant. Et c'est un type qui a eu de cesse de progresser tout au long de sa carrière et qui a vraiment. C'est en fait un type sur lequel on n'aurait même pas tant parié que ça. Je pense en 2005, c'est pas sur Yamanaka qu'on aurait parié comme étant la superstar japonaise dans les 10 années à venir. Clairement pas. Et pourtant, quelle carrière, quel boxeur, quoi. Et c'est important que les 2 défaites ultra violentes et ultra succinctes, enfin ultra rapides, qu'il a contre Neri, ne soient pas les combats qui vont définir sa carrière. Ce qui est peut-être en fait un peu le cas maintenant, et ce qui a été mon cas pendant longtemps aussi. Hein. Le nom que je ne sais le plus chez lui, c'était Neri. Bon, bah, voilà, il a perdu contre Neri. Voilà. C'est important de repasser en carrière, sur la loupe toute sa carrière pour se rendre compte de ce que ça a été, quoi, Yamanaka. Ouais, parce que d'autant que vous avez beaucoup de matière avec des combats qui sont vraiment à voir. Sa prise de titre, son combat face à Victor Chignan, son combat face à Thomas Rojas, c'est 2 combats de légende. Je continue d'insister là-dessus, mais c'est 2 combats que j'adore depuis le fond de mon âme. Face à Moreno, son combat face à Libario Solis, etc., etc. Vous avez de la matière, donc allez-y, foncez, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et je pense que c'est là-dessus qu'on conclura cette vidéo. Voilà. Peut-être juste un dernier truc à dire sur Moreno qui est marrant, c'est que Moreno a continué sa carrière derrière, il est toujours en activité et il a quasiment que des victoires depuis sa dernière défaite contre Yamanaka, sauf son dernier combat qui s'est fini par KO contre Tsutsumi, donc pas Seiya Tsutsumi, un des frères Tsutsumi qui sont visiblement en train de devenir les plus gros prospects de la boxe japonaise en ce moment. Donc voilà, c'est marrant de remarquer que même jusqu'au bout, Moreno passe aussi à son échelle le flambeau aux prochaines grosses générations de Japonais. Mais ouais, Moreno, faudra aussi que j'en parle à un moment donné parce que c'est quand même une carrière de fou aussi. Hein. Et c'est un type qui est passé sous les radars, je trouve. Enfin, qui parle de Moreno en fait? Non, personne. Quand les grands Panaméens À part sont nous. énoncés, à part nous, quand les grands poids coqs sont énoncés, qui dit Moreno très haut? Enfin, personne. Non, absolument personne. Et c'est vraiment dommage parce que c'est aussi une carrière de fou. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Voilà. Bon, merci à vous d'avoir. Ouais, effectivement. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Un immense merci de Louis de m'avoir accompagné pendant la totalité de cette vidéo. Comme d'habitude, ça a été un immense plaisir. Plaisir partagé. Évidemment, j'en renvoie à la chaîne de Louis si vous avez, voilà, comme j'ai dit dans nos dernières vidéos, si vous aimez mon contenu, vous aimerez forcément celui de Louis. On est vraiment sur un peu sur la même ligne éditoriale. On parle, mais voilà, comme en ayant quelques points de vue différents, quelques axes différents, etc. Donc, n'hésitez pas à foncer, c'est super. Merci. Et donc voilà. Si tout cela vous aura plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement. Allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains releases de classiques notamment. Et en tout cas, nous, jusque-là, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et salut. Portez-vous bien. À bientôt.